Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Luciminaire. Donc c'est le 7e du genre. Donc on va commencer cette session d'ici quelques instants. On a, comme pour tout Luciminaire, des gens qui sont sur place à l'agence Lucie à Paris. Et puis vous êtes aussi pour l'instant là quasiment une soixantaine de personnes connectées en ligne. Et donc le principe des Luciminaires, eh bien, c'est de faire intervenir un expert d'un sujet en question. Et puis, eh bien, en fonction des différents sujets RSE que l'on traite, eh bien, l'expert en question va décortiquer le sujet pour toutes les personnes qui sont intéressées. Et évidemment, c'est l'occasion de poser toutes les questions sur le sujet en question. Alors, juste quelques petites recommandations avant de vraiment commencer. Si ce n'est pas encore fait, éteignez bien votre micro parce que sinon ça crée des problèmes de son. Donc, vous avez quand même possibilité de communiquer avec nous à tout moment par le chat. Donc, vous avez une petite fenêtre où vous pouvez nous écrire pour nous faire tous vos commentaires. Donc là, vous n'aurez pas accès au micro pour poser vos questions, mais vous pouvez le faire en chat. Sachant qu'il y aura un temps de questions-réponses après l'intervention de Martin Richer. Donc vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez. Et on réserve uniquement en cours de route, en cours d'intervention, des questions si jamais vous bloquez sur certains points, s'il y a des incompréhensions. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on répondra directement tout de suite. Mais si vous avez des questions voilà, pour compléter les interventions qui sont faites, eh bien, il y aura un temps spécifique pour ça à la fin du webinaire. Et donc, vous pourrez retrouver ce Luciminaire sur le site Lucie dans la partie blog, où là, on met en ligne tous les événements que l'on organise. Et donc, vous pourrez le retrouver intégralement. Alors, donc on va lancer officiellement ce Luciminaire numéro 7 sur la raison d'être et la mission, quels apports concrets pour les entreprises, où nous aurons le plaisir d'avoir l'intervention de Martin Richer. Martin Richer qui est en pointe sur le sujet, qui est à la fois président et fondateur de Management et RSE. J'espère que vous avez l'occasion de lire ces nombreux articles très complets et extrêmement intéressants sur ce blog. Martin est évidemment membre du comité de labellisation Lucie, qui est la pierre angulaire du fonctionnement de la labellisation Lucie. Mais Martin a aussi beaucoup d'autres casquettes, puisqu'il est membre du conseil scientifique de la Maison du Management. Il est également responsable du pôle affaires sociales du think tank Terra Nova. Et puis il est également enseignant à l'IAE Paris-La Sorbonne. Entre autres, puisque j'imagine aussi qu'il a encore d'autres casquettes peut-être méconnues pour nous. En tout cas, voilà, vous allez avoir le grand plaisir de l'écouter dans quelques instants. Comment ça va se passer? Moi, je vais quand même vous dire un petit mot pour commencer, voilà, pour vous expliquer pourquoi on a choisi ce thème. Ensuite, je vous ferai un petit rappel sur ce qu'est Lucie et la communauté Lucie. Et puis ensuite, vous aurez donc la partie la plus importante de cet événement qui sera la présentation du sujet par Martin Richer et puis à la toute fin un temps dédié pour les questions et vos questions et nos réponses. Alors, nous allons pouvoir commencer. Donc pourquoi ce thème? Alors, ça ne vous aura pas échappé, le terme de mission, de raison d'être, d'entreprise à mission, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, notamment dans le cadre de la loi Pacte actuellement. Donc, nous, Lucie, ça fait plus de 10 ans, ça va bientôt faire 12 ans même que on anime une communauté d'acteurs engagés en RSE, qui sont sur une RSE exigeante. Et donc qui se sont engagés dans des démarches RSE en profondeur
et où il n'y avait pas forcément cette notion d'entreprise à mission qui était bien définie, mais ça ne les a pas empêchés d'agir. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des démarches extrêmement développées et performantes, qu'elles soient dans une démarche spécifique ou non. Nous, chez Lucie, la mission d'entreprise, c'était pas notre credo jusqu'à présent. On est, nous, sur l'ISO 26000 depuis le départ, parce que c'est vraiment la norme de référence internationale qui est la plus complète et la plus exigeante. Et aujourd'hui, ces nouvelles notions de mission d'entreprise, de raison d'être, sont des choses qui vont servir à alimenter la notion de responsabilité au sens large des entreprises. Donc tout ce qui se passe dans le cadre de la loi Pacte, où il y a une partie sur le rôle de l'entreprise, et bien tout ça, ça va contribuer à faire avancer la RSE. Et ce que l'on ne veut surtout pas, nous, chez Lucie, c'est qu'il y ait une opposition entre les entreprises à mission et la RSE, parce que c'est des choses qu'on entend parfois. Pour nous, la notion de mission, de raison d'être ou les entreprises à mission, c'est une façon d'aborder la RSE et de contribuer à une démarche de responsabilité sociétale au sens large. Et donc, nous, en tant qu'acteurs majeurs de la RSE, on a notre rôle à jouer aussi en s'emparant de ce sujet. Et depuis le début, on a fait constamment évoluer tous nos services, que ce soit le référentiel Lucie lui-même, des démarches la création de référentiels sectoriels, donc de déclinaison sectorielle du référentiel Lucie, de nouveaux labels également. Et aujourd'hui, on est en train d'intégrer des éléments de l'entreprise à mission dans le référentiel Lucie. Alors, un petit rappel sur qui nous sommes. Aujourd'hui, Lucie, bien c'est une grande communauté de plus de 380 organisations qui sont vraiment engagées en RSE. Et ça, c'est ce dont nous sommes le plus fiers, c'est que les entreprises et les gens qui forment la communauté Lucie sont des gens qui sont sincèrement engagés. Et c'est ce qui donne vraiment toute la richesse à la démarche. La communauté Lucie, c'est le réseau des structures qui sont labellisées ou en cours de démarche. Et c'est un espace d'échange, de rencontre, de partage d'idées, de bonnes pratiques et que l'on anime. Et ça permet vraiment d'alimenter la démarche en solo de chacun et d'avoir une démarche la plus dynamique possible et qui soit partagée avec les autres. Et donc c'est quelque chose de très collaboratif et très dynamique. Cette communauté Lucie a bien progressé depuis la création du label. Là, on commence en 2009 avec les premières entreprises labellisées, mais le label avait été créé initialement en 2007, donc on a fait beaucoup de chemin. Et donc, nous, l'équipe Lucie, on est une équipe de passionnés, et cette passion, on essaye de la faire partager avec la communauté Lucie, et c'est ce qu'on ressent au quotidien dans tous les échanges avec la communauté Lucie, c'est cette sincérité de la démarche et cette passion de gens qui sont engagés au quotidien. Alors, on a développé, les services de Lucie ont fait leur chemin aussi pendant toutes ces années, parce qu'au départ, on ne proposait que la démarche de labellisation Lucie 26000 complète, et depuis, on a développé tous nos services de façon à proposer à chacun de faire un chemin progressif pour aller jusqu'où il a envie d'aller, et si possible jusqu'à la labellisation. Et donc aujourd'hui on voit ça un petit peu comme des différentes montagnes à gravir, et donc on a au sommet ce qu'on peut considérer un petit peu comme l'Himalaya de la RSE, et puis en attendant on va avoir dès le départ on va avoir les Alpes-Mancelles, les Vosges, ensuite on va passer au Massif central, aux Alpes, etc. Et on peut y aller progressivement en fonction de sa démarche. Et donc, ce genre de choses, ça permet de visualiser un petit peu comment on peut approcher la RSE pour que chacun s'implique suivant son niveau et ses objectifs. Il y a d'autres entreprises, les entreprises de la communauté par exemple, qui ont cette approche aussi. On peut voir aussi dans ces images peut-être le monde
Ninja aussi, par exemple, du site français qui est sur place aujourd'hui. Mais voilà, nous, c'est une démarche de progrès où on a la possibilité de s'investir à son niveau. Et donc, si on regarde d'un peu plus près, si on regarde déjà à un niveau assez avancé, ce qu'on peut faire pour progresser par étapes, eh bien aujourd'hui, Lucie anime plusieurs labels, hein, et gère plusieurs labels. Certains sont les nôtres, d'autres sont des labels que l'on porte pour le compte de tiers. Et donc, par exemple, le label Lucie Mission, qui est en lien direct avec le sujet que l'on présente aujourd'hui. Lucie Mission, c'est un petit peu le petit frère de Lucie 26000. C'est une première étape où on fait une évaluation de maturité RSE assez rapide, mais sur site, qui permet d'évaluer le niveau de maturité RSE de l'entreprise et en même temps de l'aider à rédiger sa mission. Mais à ce stade-là, on ne va pas jusqu'à la construction d'une entreprise à mission en tant que telle, mais on est sur ce chemin. C'est des choses qui vont évoluer. Donc on aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail tout à l'heure. On a aussi par exemple le label Envol, qui est un petit label environnemental qui permet de mettre un premier système de management environnemental en place pour des PME de moins de 50 personnes, donc de façon pratique et assez peu coûteuse. Et c'est un label qu'on porte par exemple pour le compte de CCI France. Et donc aujourd'hui, on a un socle ISO 26000 avec des démarches qui permettent d'englober la RSE de façon globale. Hein. C'est le cas effectivement du label Lucie Mission, qui permet déjà d'avoir ce premier label à la clé. Le label existant Lucie 26000, qui est ce qui permet de gérer, d'appliquer tous les principes de l'ISO 26000. On travaille sur tous les sujets de l'ISO 26000 et on rentre dans une démarche de progrès continu. Et puis demain, ça c'est encore en projet, mais on aura aussi Lucie 26000 Impact qui permettra bien de mesurer quel est son impact sociétal au-delà de sa démarche de labellisation Lucie 26000. Et puis on a différents labels thématiques qui permettent de traiter une thématique RSE en particulier. Qui vont rentrer dans ce cadre général. Donc on peut très bien commencer par avoir une démarche de labellisation en vol, où on va travailler sur le volet environnemental, et puis si on a envie d'aller plus loin, on peut élargir le spectre et puis travailler sur l'ensemble de la RSE avec l'une des démarches que l'on propose actuellement. Et puis à côté de ça, on a aussi ce qu'on appelle des déclinaisons sectorielles, où on va affiner le référentiel générique à un secteur d'activité en particulier. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus à ce stade. Dans les démarches par étapes, on a aussi le parcours 1, 2, 3 Lucie qui permet d'y aller en douceur, vraiment d'y aller par étapes, c'est-à-dire que là on monte les marches de l'escalier au fur et à mesure où on peut le faire et on a une méthodologie pratique et simple à mettre en place où on vous accompagne pour le faire et vous pouvez ensuite aller vers la labellisation Lucie 26000 si vous souhaitez aller plus loin et dans ce cas-là c'est un travail préparatoire. Mais c'est en aucun cas une obligation, ce qui permet à chacun de s'impliquer à son niveau. Et puis on a évidemment la labellisation Lucie 26000 qui est vraiment l'aboutissement le plus complet de la démarche, où on a une évaluation externe en profondeur qui permet vraiment de faire un diagnostic réaliste de ce qui se passe vraiment dans l'entreprise et d'avoir son niveau sur chacune des thématiques de l'ISO 26000. Ensuite, d'en faire découler un plan d'action pour progresser, puisqu'on vous demande de rédiger ce qu'on appelle un plan d'action de progrès, où vous allez devoir prendre des engagements partout où c'est nécessaire pour progresser à partir du diagnostic initial qui a été fait. Et ça passe en comité de labellisation Lucie, qui est indépendant et bénévole, où là, il y a vraiment une séparation des pouvoirs, puisque c'est le comité de labellisation Lucie, en toute indépendance, qui va regarder si le dossier, le plan d'action de l'entreprise tient vraiment la route, s'il est pertinent et crédible. Et puis, dans le temps, évidemment, on va aussi vérifier la mise en œuvre des engagements. Et donc, c'est ce qui donne toute la crédibilité à la démarche, puisque non seulement elle est on ne peut plus ambitieuse, puisqu'on vous demande de travailler sur tout l'ISO 26000 et de prendre des engagements pour progresser sur tous les sujets. Et en même temps, on vérifie que vous tenez bien vos engagements et que vous les mettez bien en œuvre. Et donc, c'est ce qui permet vraiment d'aboutir à une démarche on ne peut plus crédible, puisque vous pouvez apporter la preuve à vos parties prenantes que vous réalisez bien vos engagements, et autrement dit, que vous faites bien ce que vous dites. Et donc, Lucie, c'est un petit peu un label anti-greenwashing, on va dire.
Et là, on est en train de continuer à faire évoluer évidemment tout ce qu'on fait et d'introduire dans le référentiel Lucie des éléments de l'entreprise à mission, de façon à ce que aujourd'hui des entreprises qui sont labellisées Lucie 26000 ou qui rentrent dans cette démarche et qui veulent devenir des entreprises à mission, eh bien puissent le faire de façon complète, devenir réellement des entreprises à mission et apporter la preuve avec un niveau d'engagement très élevé et un suivi des engagements qu'elles prennent pour mettre en œuvre leur mission. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler et qui va être une évolution du référentiel dans le courant de l'année. Alors, je vais sans plus tarder passer la parole à Martin, qui va vous présenter le sujet du jour et dans quelques minutes, eh bien, la raison d'être, la mission et ce qu'elles peuvent vous apporter, eh bien, n'auront plus de secret pour vous. Voilà, donc je passe la parole à Martin. Si la caméra est bien ajustée. Voilà. On verra en coin d'écran. Bonjour à tous. Donc rassurez-vous, aucun animal n'a souffert de la préparation de ce luciminaire, et même si ces notions de raison d'être, de mission ont l'air un peu ésotériques, j'espère qu'on va pouvoir clarifier les choses et que vous constaterez que c'est absolument pas compliqué. On va surtout essayer d'être concret, c'est-à-dire de parler des apports concrets pour les entreprises, même si il y a beaucoup de choses dans ces notions de raison d'être et de mission qui sont très intéressantes par ailleurs. On va essayer de se centrer sur les aspects bénéfices. Donc peut-être la première chose qu'on peut faire, c'est un petit tour de table, en tout cas pour ceux qui sont présents ici rue aux Ours. Je suis désolé pour des raisons techniques, on ne peut pas inclure dans cette petite... dans ce petit tour de table tous ceux qui sont connectés. Comment on revient en arrière, dis-moi? Ah ok, très bien. Je voudrais juste vous poser la question, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette notion de raison d'être? Quels seraient les mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous parle de raison d'être, ou les concepts, les idées? Est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée, quelque chose à mettre en avant? Raison d'être. Moi, je dirais le sens. Le sens, d'accord. Ok. La notion de sens, qui est très, très intéressante. Le sens, parce que c'est à la fois la direction, c'est la sensation, c'est la signification. Ok. Voilà. D'autres choses? S'amuser. Vous disiez, pardon? S'amuser, être heureux. Être heureux, s'amuser, donc vous mettez une dimension de convivialité joyeuse dans la notion de raison d'être. Ok. Pourquoi pas? La convivialité. L'expérience aussi. Expérience. De manière à rendre tangible la raison d'être. Si c'est plus sur le papier. D'accord, donc il faut que la raison d'être soit incarnée, qu'elle soit visible dans les comportements de l'entreprise. Ce qui se passe à l'intérieur doit se voir à l'extérieur. D'accord. L'objectif final. Objectif final, donc effectivement, on voit bien que dans... Voilà, il y a une idée de but, de finalité, qui est extrêmement importante. Sur le chat, Martin, on nous parle de mission, de vocation, de projet commun avec des valeurs partagées, de purpose, de contribution à une vision de la société, et voilà. D'accord. Bon, et de l'ikigai aussi. On a fait notre marché, on a beaucoup de choses. Je remarque que personne n'a mentionné Pascal Obispo, alors qu'en général c'est la réponse qui vient le plus spontanément, mais je veux pas faire de la publicité pour Pascal Obispo, mais relisez les paroles de la chanson, elles sont très inspirantes pour ce qui est de définir la raison d'être. Voilà. Bon, après, il y a une question de génération, et puis le comportement fiscal du dit Obispo ne peut pas être soutenu par ISO 26000 et notamment par son pilier gouvernance et fiscalité. Voilà. Alors un mot également pour vous dire qui je suis, d'où je parle, comme on disait de mon temps. Moi, j'ai créé une structure qui s'appelle Management et RSE, qui est à la fois un blog et un cabinet de conseil, parce que je pense qu'on est dans une transition actuellement un petit peu douloureuse d'ailleurs entre la vieille conception de la RSE, qui est un peu la cerise sur le gâteau, on fait son business as usual, comme d'habitude,
Et puis à la fin, voilà, on sort son chéquier pour soutenir telle cause environnementale, sociétale, humanitaire, etc. Mais la RSE fait pas forcément beaucoup bouger les bases du métier, et on est en train de passer à ce que j'appelle moi la RSE transformative, c'est-à-dire une approche où la RSE est vraiment au cœur des modèles d'affaires, au cœur de la différenciation stratégique, où elle est soutenue par l'ensemble de la chaîne managériale, elle est incarnée dans le comportement des salariés, etc. Et cette transition ouvre la porte à cette notion de raison d'être qui finalement peut être la colonne vertébrale, si on y travaille bien, peut être la colonne vertébrale de cette transition et peut aider les entreprises à aller vers une approche beaucoup plus proactive de la RSE qui n'est absolument pas le respect d'obligations réglementaires, même s'il y en a dans ce domaine comme dans d'autres, mais qui fonctionne essentiellement par la liberté que les entreprises ont de prendre des engagements volontaires. Je rappelle la définition de la Commission européenne de la RSE qui parle d'engagement volontaire. Donc, management et RSE s'est emparé de la question de la raison d'être très tôt, et je travaille sur ce sujet avec un autre cabinet de conseil qui s'appelle Des enjeux et des hommes, qui lui est très spécialisé dans la conduite du changement et la mise en œuvre de la RSE, donc on est très complémentaires là-dessus. Donc, je le mentionne simplement parce que ce que je vais vous présenter, c'est finalement un petit extrait d'une journée complète de formation qu'on a construit ensemble. Et donc c'est un petit ersatz de cette journée de formation, mais qui résulte de ce partenariat. Alors vous avez dit beaucoup de choses, vous avez parlé du sens, du but, de la finalité, et donc on tient déjà une bonne partie de ce qu'est la raison d'être. On va juste essayer de donner quelques repères en repartant de la problématique de l'entreprise. Pourquoi est-ce que je vous bassine un peu avec la problématique de l'entreprise? Parce que la raison d'être apporte son écho au vieux débat qui se résume autour de deux questions simples. Qu'est-ce qu'une entreprise et à qui appartient l'entreprise? Alors à la première question, qu'est-ce qu'une entreprise? On cherche, comme toujours, une définition un peu officielle, et donc on va chercher dans le droit. Ce qui est important de savoir, c'est que dans le droit français, la notion d'entreprise n'existe quasiment pas. Le droit français, c'est-à-dire le code civil et le code de commerce, connaît très bien la notion de société. Et le code civil définit la notion de société comme étant un rassemblement d'actionnaires, des actionnaires qui se mettent ensemble pour partager un risque et partager d'éventuels bénéfices. C'est ça la société. Mais l'entreprise, c'est autre chose. On voit bien que l'entreprise va très au-delà de la société. Le droit français connaît également la notion d'employeur. Ça, c'est dans le code du travail. Mais en revanche, la notion de société, elle n'est quasiment nulle part. Et pour la trouver dans le droit français, il faut aller fouiller au fin fond du droit de la concurrence, qui d'ailleurs est d'inspiration Commission européenne. Mais vous ne trouvez pas le mot entreprise dans le droit, sauf pour définir employeur au travers de chef d'entreprise. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça montre que le droit français qui, autour de ces notions de société, a été créé par le Code civil, donc Napoléon Bonaparte, 1804. Ces articles du Code civil n'ont pas été retouchés depuis 1804, c'est-à-dire depuis une époque où les syndicats n'existaient pas, la globalisation telle qu'on la connaît aujourd'hui n'avait pas encore eu lieu, etc., etc. Donc les entreprises de l'époque, c'était essentiellement des petites manufactures, l'échoppe du commerçant et éventuellement l'atelier de l'artisan, mais ça n'avait rien à voir avec l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, qu'on pourrait définir, et en tout cas c'est comme ça qu'à notre sens elle doit être définie, comme un projet soutenu par une collectivité qui met en œuvre un certain nombre de ressources, certes des ressources financières, celles apportées par les actionnaires dans la structure juridique qu'est la société, mais également des ressources humaines, des ressources naturelles, des idées, du capital immatériel, etc. Donc l'entreprise va très au-delà de la société. Or, elle n'est pas définie par le droit, et justement c'est au travers de la raison d'être que Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, dans leur célèbre rapport qui fête sa première année d'existence, puisqu'il a été remis en mars 2018, donc il y a exactement un an, Sénard et Notat utilisent la notion de raison d'être pour faire rentrer la notion d'entreprise dans le droit français. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire d'abord que à la réponse rapide qu'on donne à la question à qui appartient l'entreprise, spontanément, la réponse qui est donnée, c'est à ses actionnaires. Pas du tout, il y a deux erreurs factuelles dans cette réponse trop rapide. La première, c'est qu'on confond entreprise et société.
Encore une fois, ce n'est pas la même chose. L'entreprise va très au-delà de la société. Et même la société elle-même, au sens du rassemblement d'actionnaires, tel que le définit la loi, et en particulier le Code civil, même la société n'appartient pas à ses actionnaires. Ce que les actionnaires possèdent, ce sont des parts de la société. Mais un actionnaire qui rentrerait dans une de ces usines, entre guillemets, pour emporter une machine, il commet ce que le droit français appelle un abus de bien social, c'est-à-dire qu'il confondrait son patrimoine personnel et le patrimoine de la société. Donc vous voyez que c'est pas si simple la question à qui appartient l'entreprise, et j'ai eu la chance, moi, de travailler pendant 6 ans dans l'équipe des Bernardins, qui a fait un gros travail théorique sur la question, qui s'est traduit par plusieurs ouvrages que je vous conseille, notamment un ouvrage qui s'appelle L'entreprise, point aveugle du savoir, dans lequel on a montré, c'est au Seuil, dans l'édition du Seuil, dans lequel on a montré que justement l'entreprise est inconnue du droit, mais également inconnue de l'économie, qui préfère le terme de firme, et inconnue d'un certain nombre de disciplines universitaires. Donc ce qui est important ici, c'est de bien comprendre que d'abord la raison d'être ou la mission, on verra la distinction tout à l'heure entre raison d'être et mission, sont attachés à l'entité qui définit la stratégie. En d'autres termes, la notion de raison d'être ne peut pas exister pour, par exemple, un établissement. La raison d'être, elle est forcément attachée à l'entité qui définit la stratégie de l'entreprise. Par exemple, il y a sur le marché actuellement des gens qui veulent définir la raison d'être de leur métier. C'est totalement fallacieux, c'est une incompréhension. La raison d'être est attachée à la stratégie. Deuxième chose, il n'y aurait pas de raison d'être sans débat sur la finalité de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est justement dans le mot raison d'être, vous avez dit sens, vous avez dit objectif, but, finalité. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la raison d'être, elle résume le vieux débat lancé par la RSE autour de la conception de l'entreprise. Le fondateur de la RSE, qui est Howard Bowen, qui en 1953 publie un ouvrage qui a fait date, qui s'appelle Social Responsibilities of the Businessman, donc la responsabilité sociale du chef d'entreprise. Ça sort en 1953 dans une Amérique qui est en forte croissance et en train de se reconstruire après la guerre. Et pour la première fois, Bowen nous dit, attention, l'entreprise, elle ne doit pas être dirigée en fonction de la volonté des seuls actionnaires. L'entreprise est encastrée dans la société, pour reprendre son terme, elle est enchâssée dans la société avec laquelle elle a des échanges en permanence. Une société, pour fonctionner, elle a besoin de routes pour amener ses matières premières, de voies ferrées pour livrer ses produits finis, elle a besoin d'un système universitaire et scolaire qui lui livre des talents, etc. Donc elle est en échange permanent avec la société, et Howard Bowen nous dit l'entreprise a une dette vis-à-vis de la société. Le deuxième grand théoricien de la RSE, c'est Edward Freeman, qui est lui le théoricien des parties prenantes, concept absolument essentiel en RSE et pour comprendre la raison d'être. Une partie prenante, définition de l'ISO 26000, c'est toutes les organisations ou individus qui sont affectés par l'activité de l'entreprise. Eh bien, Edward Freeman nous dit que une entreprise ne peut pas gagner contre ses parties prenantes. Une entreprise ne peut gagner, à long terme en tout cas, qu'avec ses parties prenantes, en travaillant bien avec ses parties prenantes. Les constructeurs automobiles français, par exemple, s'en sont aperçus douloureusement quand, dans les années 90, ils ont tellement massacré les équipementiers qu'ils se retrouvaient quasiment tout seuls et ils ont dû faire machine arrière et changer leur fusil d'épaule. Donc c'est extrêmement important, ce débat autour du rapport entre l'entreprise et la société, et la notion de raison d'être amène à un dépassement de la valeur actionnariale, grand théorème des années 80 et 90, professé par des grands professeurs comme Milton Friedman, prix Nobel d'économie, ou des praticiens d'entreprise. Je pense à Jack Welch qui a dirigé 20 ans de General Electric en professant la théorie de la valeur actionnariale, une théorie selon laquelle l'entreprise doit être pilotée dans le seul intérêt de la maximisation de la valeur pour l'actionnaire, c'est-à-dire le cours de bourse et le flux de dividendes. Bon, on en revient progressivement de cette vision extrêmement court terme et extrêmement fermée de l'entreprise. On y revient, et c'est notamment grâce à la raison d'être qui nous dit, finalement, si la raison d'être de l'entreprise, c'est de maximiser la valeur actionnariale, elle n'a pas lieu d'être, c'est pas la peine de se poser la question. Ce que nous dit la raison d'être, c'est non, une entreprise,
elle a une autre finalité que simplement de fournir la meilleure rentabilité aux actionnaires. Elle a une finalité qui va au-delà. Et c'est à cette réflexion que nous invite le débat autour de la finalité de l'entreprise et de la raison d'être. Et à notre sens, ce débat, il passe forcément par la reconnaissance des parties prenantes et constituantes. Je fais la différence entre parties prenantes et parties constituantes en reprenant finalement, je ne sais pas si vous connaissez la blague des anglo-saxons sur l'omelette au bacon, non, mais pour faire une omelette au bacon, il y a deux parties prenantes, le cochon et la poule. Mais le cochon et la poule n'ont pas le même degré d'implication dans la fabrication de l'omelette, vous voyez, parce que la poule est toujours là après qu'on ait mangé l'omelette, alors que le cochon, lui, a disparu. Le cochon est une partie constituante en ce sens qu'il participe au processus de création de valeur. Alors que la poule, elle, qui se maintient, eh bien la poule, elle, n'est qu'une partie prenante. Donc, il faut également être capable de différencier ces parties prenantes. D'où la notion de performance globale, qui est une notion extrêmement fertile, qui a été créée par des dirigeants d'entreprise, et notamment par le CJD en 2002, le centre des jeunes dirigeants. Et cette approche est extrêmement intéressante parce que finalement, elle reconnaît ce qu'est la performance. Moi, je fais travailler beaucoup de conseils d'administration ou de COMEX ou de comités de direction autour de cette notion de raison d'être, et je commence toujours par les faire s'interroger sur ce que c'est que la performance. Et assez rapidement, un consensus s'installe sur le fait que la performance, c'est tout simplement la capacité d'une organisation ou d'un individu, pour un sportif par exemple, à atteindre ses objectifs. Oui, mais quels objectifs? Et les objectifs pour qui? Et c'est là qu'on est amené à élargir la notion de performance en disant que la performance, elle n'est pas uniquement économique et financière, mais elle a bien trois dimensions. Et d'ailleurs, moi, je parle d'un trépied, le trépied de la performance, que je considère que si un des trois pieds tombe, l'ensemble de l'édifice s'écroule. Les trois pieds sont interdépendants. Donc c'est la performance, certes économique et financière, mais c'est aussi la performance sociale et sociétale, et c'est enfin la performance environnementale et écologique. Et ces trois pieds de la performance résonnent entre eux, se répondent. Et cette approche reprend les 3 P chers aux anglo-saxons, People, Profit, Planet. Entre parenthèses, ça marche très bien en français aussi, hein, les personnes, la planète et le profit, ce que les Américains appellent le triple bottom line, qui illustre bien l'idée qu'une entreprise, c'est pas juste la bottom line financière, la ligne du résultat financier, mais que c'est aussi la performance sociale et la performance environnementale. Alors pourquoi je vous bassine avec ces histoires un peu théoriques autour de la notion d'entreprise? Simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de raison d'être sans finalité, sans réflexion sur la finalité de l'entreprise, et la réflexion pour formuler sa raison d'être, elle démarre par une réflexion sur la finalité de l'entreprise. C'est-à-dire par des questions extrêmement simples, mais que les entreprises ont oublié de se poser depuis des années, qui sont: pourquoi est-ce que notre entreprise existe? Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle apporte à ses clients, mais au-delà à ses salariés, à ses fournisseurs, à ses parties prenantes? En quoi le monde existerait, ou en quoi le monde serait-il différent si notre entreprise n'existait pas, etc., etc. Donc comprendre la finalité de l'entreprise, c'est toujours le point de départ. Et ce point de départ, il peut tout à fait se dérouler selon les 3 P. Quelle est la finalité de l'entreprise vis-à-vis des profits, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis du people? D'où les problématiques avancées par le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénat, donc qui fête sa première année d'existence. Est-ce que dans la salle, est-ce que tout le monde l'a lu ou parcouru ce rapport? Alors je vous invite à le faire. C'est pas non plus un roman policier, il ne faut pas exagérer, mais ça se lit très bien, quoi. C'est une lecture très très accessible. C'est pas du tout juridique et c'est très intéressant parce que le rapport Notat-Sénard, justement, reprend ce débat autour des finalités de l'entreprise et apporte beaucoup d'idées qui sont accessibles et compréhensibles à la fois pour le commun du mortel, mais surtout pour les gens qui travaillent en entreprise, qui sont des dirigeants, qui sont des salariés, qui sont des managers et qui portent cette notion de performance. Parce que c'est bien gentil, la RSE, mais la RSE va aussi avec la performance. La RSE est portée par la performance. Le contexte du rapport Notat-Sénard et en fait toute l'introduction du rapport Notat-Sénard est extrêmement intéressante parce qu'elle parle beaucoup de la défiance. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans un contexte où la défiance des Français vis-à-vis de l'entreprise n'a jamais été aussi forte.
Vous savez, chaque début d'année, il y a le CEVIPOF, qui est un organisme de recherche commun entre le CNRS et Sciences Po, donc des gens plutôt sérieux, qui sortent leur baromètre de la confiance des Français. Et ils font ça depuis 2009, donc on a maintenant 10 ans d'antériorité. Qu'est-ce qu'on voit? Presque 3/4 des Français, donc 72%, sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'économie actuelle profite d'abord aux patrons, aux dépens de ceux qui y travaillent. Donc ça veut dire qu'il y a une contestation extrêmement forte de la finalité de l'entreprise, qui pour le commun des mortels, pour les Français, est essentiellement de nourrir les actionnaires et les patrons. Donc on voit qu'on est sur un système de relations sociales basé sur la confrontation, beaucoup plus que sur la coopération. D'où la proportion record de Français qui pensent que le système capitaliste doit être réformé en profondeur, ou bien réformé sur quelques points. Donc il y a là aussi une contestation du système économique dans lequel on vit. Tout rapport avec une pièce d'habillement de couleur jaunâtre serait fortuit, bien entendu. Mais vous voyez que ça, c'est extrêmement important. Et si je reviens au transparent précédent, le baromètre du CEVIPOF nous montre qu'il n'y a que 36% des Français qui disent avoir confiance dans les entreprises. Et ça continue à baisser, et c'est le plus bas niveau depuis 2011. Alors que les Français ont confiance dans des tas de formes d'entreprises. Par exemple, le taux de confiance des Français, qui n'est que 36% vis-à-vis de l'entreprise, il dépasse 75% vis-à-vis de l'hôpital, malgré tout ce qu'on raconte, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de la police, vis-à-vis de l'armée, c'est-à-dire vis-à-vis de tous les collectifs de travail, vis-à-vis de toutes les organisations qui portent d'une certaine façon l'intérêt général. Et donc ce que reprochent les Français à l'entreprise, c'est une conception de l'entreprise qui est que l'entreprise roule uniquement pour certains et pas pour ceux qui y travaillent, et encore moins pour la société. Donc la finalité de l'entreprise, la raison d'être, repose la question du rapport entre la société avec un grand S et les sociétés avec un petit s, c'est-à-dire avec l'entreprise. Et vous voyez cette citation d'Antoine Frérot, qui est le PDG du groupe Veolia, qui est très avancé dans le débat autour des finalités de l'entreprise, montre bien que c'est une question absolument essentielle, cette défiance, et qu'il faut l'attaquer à la racine. D'où ce rapport Nota-Sénar, qu'encore une fois je vous incite à lire, vous pouvez le trouver très facilement sur Internet. J'ai envoyé le lien au chat comme ça. Bravo, le lien est envoyé au chat. Ça permet aussi de réancrer l'entreprise justement dans son environnement local. Les PME le font de façon assez naturelle, nous disent Nota-Sénar, et je crois avec raison. D'ailleurs, la communauté Lucie, me semble-t-il, moi je suis comme le disait Michael, je suis un vieux compagnon de route de la communauté Lucie, et le travail qu'on fait au comité de labellisation nous montre, à chaque fois qu'on labellise une entreprise, des entreprises qui sont plutôt petites, qui sont responsables, mais qui sont ancrées dans leur territoire, qui sont ancrées dans leur communauté au sens large. Et c'est un peu ce qu'on reproche aux grands groupes d'avoir oublié, cet ancrage, cette capacité à se connecter avec les enjeux sociétaux et environnementaux. Et c'est l'un des axes du rapport Nota-Sénar, au travers des propositions qu'il propose, d'aller dans ce sens. Alors je continue l'entonnoir. L'entonnoir nous amène à la loi Pacte, qui est actuellement en navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Elle vient de revenir à l'Assemblée nationale. Alors dans la loi Pacte, il y a 3 concepts très importants pour le débat qu'on a aujourd'hui. Le premier concept, c'est celui d'intérêt social. C'est une des propositions du rapport Nota-Sénar reprise par la loi Pacte, qui consiste à modifier l'article 1833 du Code civil, qui encore une fois n'a pas été retouché depuis 1804, ce brave Napoléon Bonaparte, pour consacrer une notion d'intérêt social qui est définie par la jurisprudence. Et en l'occurrence, l'intérêt social a été défini ou théorisé, si on préfère, par Marc Viennot dans un célèbre rapport, le rapport Viennot, qu'il avait fait à la demande du MEDEF et de l'AFEP, l'Association des grandes entreprises privées. Alors à l'époque, le MEDEF s'appelait le CNPF, Centre national du patronat français, et c'était en juillet 95, donc vous voyez que ça ne date pas d'hier. Et en fait, Marc Viennot disait, et le MEDEF l'a endossé, l'a repris, que l'entreprise ne doit pas être pilotée simplement en fonction de l'intérêt des actionnaires, mais en fonction de son intérêt social. Comment on définit l'intérêt social dans le rapport Viennot? Eh bien, l'intérêt social, c'est l'intérêt supérieur de la personne morale, c'est-à-dire de l'entreprise. Donc le mot entreprise apparaît ici, dans la jurisprudence, dans l'entreprise considérée comme un agent économique autonome, distinct de celui des actionnaires. Donc on voit qu'on établit une distinction entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt des actionnaires.
Donc la communauté des actionnaires qu'est la société, ça n'est pas la même chose que l'entreprise. Les intérêts de l'entreprise ne se confondent pas avec les intérêts des actionnaires. Et enfin, nous dit Marc Viennot, la notion d'intérêt social, elle est axée sur la pérennité, sur la continuité de l'entreprise, et il utilise ce terme dans l'intérêt général commun des clients, des fournisseurs, etc. Il n'utilise pas le mot de partie prenante, mais il fait une longue citation, une longue litanie des différentes parties prenantes de l'entreprise, sans oublier l'État, etc. Donc vous voyez que déjà la notion d'intérêt social, qui existe depuis maintenant 1995, donc qui existe dans le droit au travers de la jurisprudence, a permis de faire un pas de côté extrêmement significatif pour établir la différence entre société et entreprise et faire entrer l'idée que l'entreprise ne doit pas être pilotée dans le seul intérêt des actionnaires. Deuxième chose, toujours dans l'article 1833, et là encore c'est une proposition du rapport Nota-Sénard qui a été repris par la loi Pacte, la nécessité pour les sociétés de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux inhérents à leur activité. Donc là encore, on élargit la notion de société pour dire attention, la société, c'est pas que les actionnaires, les sociétés doivent prendre en considération. Alors prendre en considération, ça n'a pas un impact juridique considérable, hein, c'est assez facile de prendre en considération. Sur le plan concret, il suffira au conseil d'administration de pouvoir produire un ordre du jour du conseil d'administration sur lequel était un point de l'ordre du jour pris en compte des enjeux sociétaux et environnementaux pour dire ok, on a satisfait à l'obligation légale. Mais encore une fois, l'état d'esprit de Nota-Sénard comme de la loi Pacte, c'est pas de créer de nouvelles obligations, c'est plutôt de créer une dynamique dans laquelle on espère que les entreprises vont s'insérer et que elles vont elles-mêmes prendre ce sujet à bras-le-corps et de façon volontaire. Voilà. Et enfin, troisième chose, l'article, cette fois 1835 du Code civil, sera modifié pour reconnaître la possibilité, donc là encore c'est facultatif, il n'y a aucune obligation, la possibilité aux sociétés qui le souhaitent de se doter d'une raison d'être. Alors ça c'est important. La loi Pacte, nulle part dans la loi Pacte n'apparaît le terme entreprise à mission. Le terme qui est repris, c'est le terme de raison d'être. Et qu'elles peuvent inscrire la raison d'être dans leur statut. Donc il y a une première chose qui est facultative, qui est de définir une raison d'être, et une deuxième chose qui est également facultative, qui est de l'inscrire ou pas dans ses statuts. Lorsqu'une entreprise inscrit sa raison d'être dans ses statuts, alors potentiellement, elle devient ce qu'on appelle une entreprise à mission. On va voir qu'il y a quelques autres critères qui font la différence, mais c'est ça. On définit d'abord sa raison d'être, et ensuite on décide de l'inscrire dans les statuts, ce qui lui donne une opposabilité supérieure au tiers, et dans ce cas-là, on est ce qu'on appelle une entreprise à mission. Alors la loi Pacte, elle a un parcours assez sinueux et parfois un peu chaotique. Conseil des ministres avant l'été, Assemblée nationale en première lecture à la rentrée en octobre, puis le mois dernier au Sénat, qui de façon inattendue a choisi de retoquer l'article 61 de la loi Pacte. Alors cet article 61, c'est celui qui contient les trois choses qui sont sur la gauche de ce transparent, donc la réécriture de l'article 1833 et 1835 du Code civil, c'est-à-dire qu'en gros, le Sénat a décidé d'enlever tous les points RSE, quasiment, de la loi Pacte. Fort heureusement, vous savez que dans le système institutionnel français, il y a une navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Elle a eu lieu, les deux chambres ne se sont pas mis d'accord, donc c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, et ça va se passer dans les jours qui viennent, puisque la loi revient à l'Assemblée nationale aujourd'hui et demain en commission spéciale et sera discutée en séance publique, si ma mémoire est bonne, le 13 mars. Donc c'est dans les jours qui viennent que, dans sa grande sagesse, l'Assemblée nationale va rétablir l'article 61, c'est-à-dire rétablir tout ce dont je vous ai parlé à l'instant. Voilà, alors quelles sont les notions clés? Bon, la raison d'être, finalement, on voit bien, raison d'être, hein, on est aujourd'hui plutôt dans une philosophie d'entreprise qui est la raison d'avoir, hein, une entreprise plutôt pilotée en fonction des desiderata des actionnaires, court-termisme, tout ce dont on parle quotidiennement sur les défauts de la financiarisation, avec à côté d'autres entreprises dites responsables qui ont pris la problématique de façon très différente en étant vigilantes sur l'ensemble de leurs parties prenantes, etc. Donc on voit que le débat n'est pas tranché aujourd'hui. Donc raison d'avoir d'un côté, raison d'être de l'autre,
La raison d'être, elle part d'une réflexion sur ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'entreprise, quel est notre projet commun, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde et qu'est-ce qu'on veut être demain. Mais force est de reconnaître, si vous connaissez un peu le monde de l'entreprise, qu'aujourd'hui dans les entreprises, il y a un tas d'outils qui prétendent déjà faire ça, et depuis longtemps. Vous avez des notions d'objet social, de proposition de valeur, mission statement, de business model. Toutes ces notions-là que j'ai mises à dessein en fouillis sur ce transparent sont aussi des notions qui essayent de définir ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous apportons, en quoi on est différent de nos concurrents et ce qu'on veut être demain. Alors, du coup, essayons de voir ce qui est spécifique à la raison d'être. Et pour ça, regardons d'abord les définitions officielles. Alors, celle du rapport Nota-Senar, qui est présentée par ce transparent, elle est fondée sur deux choses, sur l'extension de l'objet social. L'objet social, c'est une notion juridique très bien définie depuis longtemps. Quand vous créez une société, vous lui donnez des statuts, et une des informations obligatoires dans les statuts de l'entreprise, c'est l'objet social, c'est-à-dire ce qu'elle fait, pourquoi elle a été créée. Donc, en général, les entreprises mettent dans leur objet social des choses très larges et très vagues, faire des prestations de conseil, fabriquer tel produit qui leur permet ensuite d'évoluer, de se diversifier, etc. Donc, Nota-Senar nous dit, ça permet de remplir l'objet social, c'est-à-dire de lui donner de la chair. Ça prend le contre-pied de la financiarisation et du court-termisme, et les deux termes qui sont importants ici, c'est la notion de boussole. Donc la raison d'être, c'est effectivement le phare qui brille dans la nuit, ça nous donne notre objectif, la finalité de notre entreprise, et la notion de donner corps à l'entreprise, parce que autant l'entreprise n'est pas définie dans le droit, autant la raison d'être, c'est ce qui permet de lui donner un sens. Alors ensuite, si on regarde la loi Pacte, figurez-vous que dans la loi, donc dans l'article 61 en l'occurrence, on ne définit pas la notion de raison d'être. Donc pour trouver une définition, il faut aller lire l'étude d'impact, qui est un énorme document dont je ne conseille pas la lecture même à mon pire ennemi, et puis dans l'exposé des motifs. Et là on trouve deux définitions que je trouve personnellement extrêmement juridiques, mais qui ont quand même l'avantage de nous donner les mots qu'on a glanés tout à l'heure. Donc vous aviez tout à fait raison, la notion de motif, de sens, d'identité, de vocation. Donc vous étiez très juste, même sans aller jusqu'à Pascal Obispo. Et par ailleurs, dans l'exposé des motifs, on trouve cette notion alors qui régale les juristes. Vous savez que les juristes sont des gens qui ont des pulsions humoristiques absolument irrésistibles. Et donc, quand ils ont vu cette notion de doute existentiel fécond, alors là, immédiatement, leurs yeux se sont mis à briller. Ils ont vu les honoraires qui tombent et tous les contentieux qu'on va pouvoir faire grâce à cette notion de doute existentiel fécond qui est évidemment totalement indéfinissable. Donc ça, c'est les définitions officielles. Et à notre sens, elles sont peu opérationnelles, parce que quelqu'un qui manage une entreprise est quand même un peu loin du doute existentiel fécond, et même des choses comme la boussole et autres. Donc, à notre avis, il faut revenir sur les outils qui existent aujourd'hui dans l'entreprise. Et ces outils, eh bien, ils sont en général maîtrisés par une fonction de l'entreprise. Donc le DRH, par exemple, il a la marque employeur. La marque employeur, elle fait ça, elle dit qui nous sommes et qui nous voulons être demain. Il a la notion de culture d'entreprise. Les gens qui font de la stratégie dans l'entreprise, ils ont cette notion vision, vocation, mission, le triptyque infernal qu'on a du mal toujours à définir et surtout à définir en relation les uns avec les autres. La notion de business model, la définition d'un modèle d'affaires, c'est la façon dont je crée de la valeur dans l'entreprise. Donc ça, c'est très proche de la raison d'être. Les communicants, ils manient des notions de storytelling, de récit, qui eux aussi disent ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on veut être demain. Les marketeurs, ils ont leur identité de marque, leur plateforme de marque, leurs promesses, etc. Et puis il y a des choses un peu plus transversales, les engagements, si on comprend, si on fait de la RSE, si on est labellisé Lucie par exemple, il y a des notions de projet d'entreprise, de valeurs. Donc il y a également une notion transverse. Finalement, nous, ce que nous disons, ce que nous affirmons, c'est que la raison d'être, elle vient se mettre en superposition, en surplomb de toutes ces notions. Et qu'est-ce qu'on constate ? Dans les missions que je pilote actuellement, où j'aide les entreprises à formuler la raison d'être, je m'aperçois que, comme par hasard, le DRH qui a sa marque employeur, ça fait 15 ans qu'il n'a jamais parlé avec le directeur marketing qui, lui, a sa marque commerciale, et ils n'ont jamais parlé au stratège qui, lui, définit la vocation et la vision de l'entreprise, qui ne parle pas beaucoup avec la com, qui manie son récit, etc. Donc, la raison d'être, c'est l'occasion, une fois pour toutes, de mettre tout le monde en communication. Donc on crée un comité de pilotage avec toutes ces fonctions
pour faire parler entre eux les responsables de l'entreprise, pour associer à la démarche des salariés, voire, on le propose systématiquement, des parties prenantes externes, pour arriver à définir une raison d'être qui rassemble toutes ces notions de marque employeur, de mission, de récit, de storytelling, de promesse, de plateforme de marque, etc. Toutes ces notions doivent être rassemblées. Pourquoi? Parce que contrairement à toutes les notions qui sont ici, la raison d'être, elle doit parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est à 360 degrés sur les parties prenantes. Donc il n'y a pas de raison d'être sans avoir réfléchi à qui sont nos parties prenantes les plus pertinentes. Ce qu'en RSE on appelle une analyse de matérialité qui consiste à identifier ces parties prenantes et à les hiérarchiser. D'où la définition qu'on propose nous. Qu'est-ce que la raison d'être? Une définition qui nous semble plus opérationnelle que la définition très juridique qu'on a vue tout à l'heure. Et bien la raison d'être, c'est d'abord une contribution. Vous avez aujourd'hui aux États-Unis tout un mouvement qui se développe qui s'appelle NPI, Net Positive Impact. Les entreprises veulent avoir un impact positif. C'est ce que j'appelle moi l'entreprise contributive, dont je dirai un mot en conclusion. Mais c'est d'abord ça la raison d'être. C'est d'avoir bien compris et d'avoir bien formulé la contribution que l'entreprise souhaite apporter. Ça ne veut pas dire qu'elle y est déjà aujourd'hui, mais en tout cas c'est son projet d'apporter cette contribution aux principaux enjeux. Là on anticipe la loi Pacte, les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, économiques de son domaine d'activité, surtout pas de son secteur d'activité, parce que la raison d'être c'est ce qui permet de sortir de son secteur d'activité, en impliquant ses principales parties prenantes, parce que là encore, il n'y a pas de raison d'être sans réflexion de fond sur les parties prenantes. Alors, différence entre la raison d'être et la mission, il y a 4 nuances qui permettent de faire la différence entre avoir simplement formulé une raison d'être, qui est l'étape numéro 1, et puis étape numéro 2, devenir une entreprise à mission. Devenir une entreprise à mission, c'est beaucoup plus exigeant, et il faut remplir 4 conditions supplémentaires par rapport à simplement avoir formulé et déployé sa raison d'être. Et ces 4 conditions, elles sont tirées du rapport Nota-Sénard. Encore une fois, la loi Pacte ne définit pas l'entreprise à mission, elle dit simplement que les entreprises peuvent, c'est facultatif, définir une raison d'être et qu'elles peuvent l'inscrire dans leur statut. Alors, première condition pour être une entreprise à mission, mais il faut que la formulation de la raison d'être ait inclus les parties prenantes et traduit cette raison d'être en engagement. La raison d'être, c'est pas juste une phrase ou un paragraphe qui explique ce qu'on voudrait faire, donc c'est pas juste une déclaration de bonnes intentions, non. RSE, retour sur engagement. C'est comme ça que je traduis personnellement l'acronyme RSE, retour sur engagement, parce que la logique de la RSE, c'est d'être capable de prendre des engagements vis-à-vis de ses parties prenantes, et de les évaluer avec ses parties prenantes. Donc, première condition, qui est très exigeante, là, il faut avoir défini sa raison d'être, surtout pas sur un coin de table entre le conseil d'administration et le comité de direction, mais avoir associé des parties prenantes et avoir au moins commencé à le traduire en engagement. Deuxième condition, qui n'est pas facile non plus, c'est l'avoir incorporé au statut. Je vous disais, la loi Pacte dit, vous pouvez définir votre raison d'être et vous pouvez, si vous le souhaitez, l'inscrire dans les statuts. Qu'est-ce que ça veut dire inscrire dans les statuts en droit français? C'est pas si simple. Ça veut dire une assemblée générale des actionnaires dédiée à ce point à l'ordre du jour. On n'a pas le droit de faire une AG avec plein de points et puis traiter juste entre la poire et le fromage la question de la raison d'être et de la mission. Et puis, il faut, comme c'est une modification statutaire, il faut une majorité de 2/3 des actionnaires. Donc, c'est pas forcément gagné dans toutes les entreprises. Donc, c'est très exigeant. Il faut une gouvernance, c'est le 3e point, c'est-à-dire un organe de suivi qui va permettre de vérifier que dans les faits, la raison d'être, c'est pas comme disait Michael tout à l'heure, c'est pas du greenwashing, c'est pas du mission washing, mais qu'elle se traduit effectivement dans le comportement de l'entreprise, dans son management, dans sa gouvernance, dans les décisions qu'elle prend, dans sa stratégie. Et puis enfin, une démarche d'évaluation des actions déployées et un reporting, c'est-à-dire qu'il est recommandé pour les entreprises qui veulent être une entreprise à mission de faire le reporting imposé par la nouvelle directive européenne, c'est-à-dire la fameuse déclaration de performance. Voilà, donc vous voyez, il y a 4 conditions qui ne sont pas si simples, qui sont extrêmement exigeantes. Donc je pense, pour ma part, je pense que beaucoup d'entreprises vont
aller sur la thématique raison d'être, vont faire l'effort de formuler et déployer leur raison d'être, mais qu'en revanche, devenir une entreprise à mission, là, il y aura beaucoup moins de volontaires et beaucoup moins d'entreprises qui vont s'y engager parce que c'est beaucoup plus engageant et exigeant. Donc, l'entreprise à mission, et je vous recommande la lecture d'un très bon petit bouquin qui a été fait par un petit cabinet de conseil qui s'appelle Profil, qui est spécialisé sur ces questions. L'entreprise à mission, comme son nom l'indique, il faut être un peu missionnaire, mais par contre, ça a quand même des avantages d'être une entreprise à mission, notamment le fait de rendre opposable la raison d'être aux tiers au sein du conseil d'administration. Donc à partir du moment où vous avez dit dans vos statuts que vous étiez, que l'entreprise va soutenir telle ou telle cause sociétale, vous ne pouvez pas avoir des actionnaires minoritaires qui viennent vous dire comment, mais votre stratégie n'est pas suffisamment orientée vers les actionnaires, etc. À partir du moment où vous l'avez dans vos statuts, c'est l'avantage de devenir une entreprise à mission, c'est que vous réglez la question des obligations fiduciaires, et d'une certaine façon, c'est également un moyen de se prémunir des rachats hostiles, puisqu'il faudrait que l'acquéreur endosse la raison d'être que vous avez indiquée dans vos statuts. Voilà. Donc, pour avoir une bonne raison d'être, il faut respecter, nous semble-t-il, un certain nombre de critères, et on l'a défini avec mon partenaire des enjeux des hommes, on a défini 9 critères, alors on n'a pas le temps mais vous les avez là juste pour les avoir disponibles si vous vous engagez dans la démarche. À notre avis, c'est un bon tamis pour passer au tamis, si vous voulez, et éprouver les raisons d'être des entreprises. Il faut qu'elles soient simples, synthétiques, différenciantes, etc. Bon, dans le séminaire d'une journée qu'on a créé, si ça vous intéresse, on utilise une trentaine d'exemples concrets d'entreprises qui ont des raisons d'être et on les passe à ce filtre et on s'aperçoit qu'il y a peu aujourd'hui de raisons d'être qui passent l'épreuve de ce filtre. Alors pourquoi se lancer? Là je vais très vite, parce que je crois que mon temps de parole n'est pas loin d'être écoulé. Il y a des mauvaises raisons, à notre avis, il ne faut surtout pas aller vers la raison d'être uniquement pour faire chic ou parce que la loi PAC le recommande. Il faut avoir de bonnes raisons, et les 3 bonnes raisons, c'est ce qu'on a mis sur la droite de ce transparent. D'abord, remettre la stratégie au cœur de la gouvernance. Pourquoi? Parce que la raison d'être, c'est ce qui vous permet de guider votre stratégie à long terme, de lui offrir une sorte d'écrin. Je prends l'exemple de Kodak. Vous connaissez, tout le monde connaît le business case de Kodak qui s'est effondré lors du passage de la photo de l'argentique vers le numérique. Kodak, il n'y avait pas de raison d'être à l'époque, mais Kodak avait un mission statement qui était très orienté sur le comment. C'était très orienté sur la capacité d'avoir une maîtrise parfaite des processus chimiques qui permettaient de fixer l'image sur la pellicule. Alors, avec une raison d'être comme celle-là, évidemment, quand arrive le numérique, vous dites, mais ça c'est de la dope, c'est même pas de la chimie, c'est nul, je m'en occupe pas, et vous vous effondrez. Kodak aurait eu une raison d'être centrée sur la facilité de fixer ses souvenirs et de garder ses souvenirs, etc. Ils auraient pris le virage du numérique en leader au lieu de se faire dépasser et de s'effondrer. Vous voyez, la raison d'être, elle est centrée sur ce que peut-être certains d'entre vous connaissent Simon Sinek, S-I-N-E-K, qui est un publicitaire communicant anglais, mais qui parle du why. Il vous explique que les entreprises sont gouvernées plutôt par le comment et le quoi. Une entreprise se définit par ce qu'elle fait, alors que selon Simon Sinek, les entreprises devraient se définir par le why, c'est-à-dire le pourquoi elles sont là, leur raison d'être, why, leur raison d'être, ce qu'elles veulent apporter au monde. Kodak, en fait, s'ils avaient réfléchi à une raison d'être, ils auraient réfléchi non pas en fonction de maîtrise de technologie, c'est-à-dire le quoi, mais ils auraient réfléchi en pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on apporte à nos parties prenantes, et ils auraient eu une raison d'être qui leur aurait permis de passer la vague sans difficulté. Donc pour nous, la raison d'être sur le plan de la stratégie, c'est remettre la question de la stratégie au cœur de la gouvernance. Je fais partie de l'IFA, Institut français des administrateurs, qui est en gros la maison en France des administrateurs, là où les administrateurs, donc ceux qui siègent dans des conseils d'administration, se retrouvent pour partager les bonnes pratiques. Et l'IFA a pris une position publique, dans un petit document que vous pouvez trouver sur le site de l'IFA, en avril 2018, pour dire que la raison d'être renforce le conseil d'administration dans son rôle de détermination de la stratégie. Ce qui en France
a été oublié depuis des années. Quand on compare le fonctionnement des conseils d'administration en France par rapport aux autres pays, on constate qu'en France, en gros, vis-à-vis de la stratégie, c'est une chambre d'enregistrement. Alors que dans la culture anglo-saxonne ou dans la culture nordique, le CA joue son rôle de challenger la stratégie de l'entreprise. Voilà, donc la raison d'être, c'est ce qui va permettre d'accompagner l'entreprise sur le long terme et de mettre tout le monde d'accord. Exemple concret, la CAMIF. La CAMIF, c'était l'ancienne bourse d'achat des instituteurs, ils étaient quasiment en faillite, reprise de l'entreprise par son dirigeant actuel, Ebri Jacquia, qui est une des premières entreprises à mission en France. Et la raison d'être de la CAMIF, c'est proposer des produits pour la maison au bénéfice de l'homme et de la planète. Et puis après, ça continue, je vous l'épargne parce qu'on n'a pas le temps. Mais tout est dans le au bénéfice de l'homme et de la planète, qui est la grille de lecture qui vous permet d'expliquer et de comprendre la stratégie de la CAMIF. Par exemple, ils ont fait un gros effort sur les fournisseurs de proximité. Ils ont remplacé beaucoup de fournisseurs qui étaient en Asie du Sud-Est très loin par des fournisseurs de proximité avec des produits fabriqués en France, etc. Donc le bénéfice de l'homme, on le voit, le bénéfice de la planète, on le voit parce que c'est des coûts de transport en moins. Ils font des audits fournisseurs sur leurs fournisseurs étrangers pour vérifier que dans les pays du type Asie du Sud-Est, les droits humains sont respectés, que les rémunérations sont décentes, les conditions de travail sont bonnes, etc. Ils ont beaucoup travaillé sur la recyclabilité de leurs produits, etc., etc. Ils co-créent leurs nouveaux produits avec leurs parties prenantes. Bref, le haut bénéfice de l'homme et de la planète, on sait l'incarner. Et c'est ça qui est important dans la raison d'être, c'est pas juste une déclaration de bonnes intentions. Voilà. Quand Michelin, autre entreprise qui a été leader dans la question de la raison d'être, je parlais du rapport de Nota Sénard, Jean-Dominique Sénard, jusqu'à récemment, présidait le groupe Michelin. Maintenant, il est passé à Renault et il aura fort à faire. Mais Michelin, qui depuis toujours fabriquait des pneus, aujourd'hui, en tout cas pour sa clientèle professionnelle, c'est pas encore le cas pour les particuliers, mais aujourd'hui, au lieu de vendre des pneus, ils vendent du kilomètre parcouru. Hein, donc, quand vous avez une flotte de camions, au lieu d'acheter à Michelin un certain nombre de pneus, vous lui achetez des kilomètres parcourus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le business model, c'est-à-dire la façon dont l'entreprise crée de la valeur, a été complètement renversé. La raison d'être de Michelin, c'est rendre facile ou accessible la mobilité pour tous. Ben effectivement, quand vous vendez du kilomètre parcouru, l'intérêt de Michelin, c'est pas que le pneu s'use vite. Quand vous vendez des pneus, vous avez intérêt à ce qu'ils s'usent vite pour que le client revienne. Quand vous vendez du kilomètre parcouru, vous avez intérêt à ce que le pneu dure, au contraire, le plus longtemps possible. Alors ça, c'est bien pour la planète, pour la facilité de la mobilité, parce que fabriquer des pneus, c'est beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, et c'est du caoutchouc. Le caoutchouc, c'est des EVA, donc c'est de la déforestation. Donc, quand vous avez une raison d'être comme celle de Michelin, le changement majeur, c'est que, au lieu d'avoir des intérêts qui sont antagonistes entre l'entreprise et ses clients, et ses parties prenantes, ben vous avez des intérêts qui sont au contraire convergents. Le client, comme Michelin, ont intérêt à ce que le pneu dure le plus longtemps possible quand on vend des kilomètres parcourus. Vous voyez, donc la raison d'être est aussi ce qui permet à un certain nombre de groupes de faire un peu turbuler leur modèle d'affaires, les façons de créer de la valeur, pour y amener un petit peu plus de responsabilité. La deuxième raison de fond pour aller vers la raison d'être et l'entreprise à mission, c'est la notion d'écosystème. Je vous disais tout à l'heure, et c'est une formule d'ailleurs de Claude Fussler qui disait ça au sommet de Rio. Fussler disait « Il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd ». Je crois que c'est très juste. Une entreprise ne peut pas gagner contre son écosystème, elle gagne avec. Et de plus en plus, les entreprises essayent d'optimiser au niveau de leur écosystème, plutôt que de chercher à optimiser au niveau simplement de la frontière organisationnelle de leur entreprise. Donc travailler en écosystème, ça veut dire bien avoir identifié nos parties prenantes et trouver des alliances objectifs avec les parties prenantes pour créer une chaîne de valeur solidaire. Alors je donne un exemple concret, Open Classroom. Open Classroom, c'est une start-up, enfin c'est maintenant beaucoup plus qu'une start-up parce qu'ils ont connu une croissance très forte, créée en 2007 et ils se sont créés autour de leur raison d'être. Leur raison d'être, elle est très simple, rendre l'éducation accessible à tous. Bon, c'est très simple, mais ils ont beaucoup travaillé avec leurs parties prenantes, ils ont créé un écosystème autour de Open Classroom, ce qui fait que cette raison d'être guide tout leur comportement. Elle gouverne tout leur comportement. Par exemple, quand ils font, puisque c'est le numéro 1 du online learning européen, Open Classroom, quand ils montent un séminaire de formation pour un de leurs clients en intra-entreprise, par exemple, eh bien, ils proposent systématiquement à l'entreprise
de rendre le support de formation, de le traduire en anglais et de le rendre disponible pour le monde entier sur leur serveur. Et ils ont des tas de connexions de la part de pays dans lesquels l'infrastructure scolaire et universitaire n'existe quasiment pas, de gens qui viennent utiliser ces ressources pour se former. Donc ils sont vraiment dans l'idée effectivement de rendre l'éducation accessible à tous. De la même façon, en France, ils ont signé un accord avec Pôle emploi qui leur permet de rendre gratuitement accessible tout leur support de cours et tout leur patrimoine de online learning aux chômeurs aux demandeurs d'emploi de longue durée. Donc vous voyez, la raison d'être, c'est ce qui permet de travailler en très bonne intelligence avec l'écosystème. Voilà. Et enfin, l'idée de la raison d'être, c'est aussi d'ancrer le projet d'entreprise dans le corps social. Parce qu'aujourd'hui, le mantra des DRH, c'est l'engagement et c'est le sens, donner du sens. Tous les DRH considèrent que pour fidéliser leurs salariés et pour attirer ces fameux talents, il faut qu'ils donnent du sens. Alors moi, je trouve ça très contestable parce que je trouve que le sens, il ne se donne pas. Il vient pas d'en haut, le sens. Il se construit, il se façonne dans le travail au quotidien autour des valeurs qui sont pas les valeurs proclamées par l'entreprise, mais qui sont les valeurs incarnées, qui sont celles qui effectivement guident dans les faits le fonctionnement de l'entreprise. L'engagement, c'est la même chose. Moi, ça me déplaît profondément. C'est un terme militaire. Engagez-vous, engagez-vous. C'est comme la mobilisation. Quand on sonne la mobilisation, c'est que ça va très très mal et que le tocsin est sonné. Moi, je préfère l'implication. L'implication, ça veut dire donner la possibilité à chacun de trouver sa place dans l'entreprise. Il y a des gens qui veulent être super performants, faire plein de choses. Il y a des gens qui préféreront être un peu plus à l'abri, ce qui n'empêche pas que ce sont des contributeurs essentiels. Donc donner à chacun sa place dans l'entreprise, c'est aussi associer chacun pour définir ensemble la raison d'être. Et le conseil que nous donnons avec mon partenaire des enjeux et des hommes aux dirigeants, c'est ne faites surtout pas un projet consistant à définir la raison d'être entre vous, mais au contraire, utilisez cette opportunité que vous avez pour cimenter, pour donner de la cohésion à l'ensemble de votre corps social en embarquant tout le monde dans la démarche. Et tant que vous y êtes, embarquez aussi quelques-unes de vos parties prenantes externes dans le comité de pilotage que vous allez créer pour formuler la raison d'être. Embarquez un ou deux clients, un ou deux fournisseurs stratégiques, un partenaire important, etc. Parce que ça vous donnera aussi une dimension que vous ne soupçonnez peut-être pas de ce que vos parties prenantes attendent de vous. Voilà. Aujourd'hui, c'est la mode de l'entreprise libérée, reinventing organization, comme nous dit Frédéric Laloux, c'est-à-dire des entreprises qui donnent plus de marge de manœuvre, qui donnent plus d'autonomie à leurs salariés. Ben, la raison d'être, c'est un parfait outil pour aller vers ce modèle. L'entreprise libérée est un modèle qui a beaucoup d'avantages. Il a également quelques inconvénients. Moi, j'ai pas mal pointé sur mon blog les inconvénients du modèle, mais justement, avec la notion de raison d'être, on peut créer cette espèce de juge-arbitre qui, finalement, permet de ne pas avoir trop de règles. On n'a plus besoin du règlement intérieur, on n'a plus besoin des prescriptions des managers vers les collaborateurs si on s'est mis d'accord sur une raison d'être. Parce que c'est finalement la raison d'être qui fait l'arbitre entre les décisions quand il y a un dilemme ou quand il faut prendre une décision. Un des meilleurs exemples concrets, c'est une entreprise qui est beaucoup analysée dans le bouquin de Frédéric Laloux, le fameux bouquin Reinventing Organizations, une entreprise néerlandaise qui s'appelle Budzorg, qui est une entreprise d'infirmières libérales, qui a eu un succès considérable en Hollande. Et la raison d'être de cette entreprise, c'est rendre les patients autonomes. Et quand vous regardez comment cette entreprise fonctionne, tous ces actes de gestion, c'est sur l'idée, effectivement, de rendre les patients aussi autonomes que possible. La façon dont cette entreprise fonctionne incarne complètement ce fonctionnement. Voilà, donc on a vu là les trois principales raisons. Alors, il me reste juste un petit point sur l'impact, mais là, je vais vous renvoyer à, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais on a fait l'effort d'aller rechercher dans ce qui a été fait par les économistes, les chercheurs, tout ce qui est recherche académique, ce qui nous parle de l'impact, soit financier, soit marketing, de la raison d'être. Et donc sur les deux transparents qui suivent, vous avez une synthèse de ce qu'on a pu trouver sur la question. Si vous vous intéressez au sujet, et je pense qu'il est utile pour convaincre les dirigeants de votre entreprise de s'engager dans une démarche de raison d'être, vous pouvez trouver tout ça développé dans un des articles de mon blog. Alors je fais juste une petite seconde de publicité, www.management-rse.com,
Et là, vous trouverez pas mal d'articles sur la raison d'être et autres, et dont un article sur l'impact économique et financier de la raison d'être et de la mission. Voilà, et donc pour conclure, je voulais dire un mot de ce que j'appelle l'entreprise contributive, d'ailleurs pas moi tout seul, puisque c'est maintenant une notion qui commence à être référencée. Il se trouve que j'ai piloté, Michael disait tout à l'heure que je fais partie d'un think tank qui s'appelle Terra Nova. On a fait l'année dernière un gros travail qui s'appelle justement l'entreprise contributive, pour essayer de définir comment on voit l'entreprise de demain et en quoi elle se différencie des entreprises d'aujourd'hui. Et on a essayé de donner de la chair autour de cette notion d'entreprise contributive qui, pour nous, est la clé, parce qu'une entreprise, effectivement, son rôle premier, c'est d'apporter une contribution. Et vous vous souvenez que il y a un instant, j'ai défini la raison d'être comme étant, d'abord et avant tout, la contribution que l'entreprise souhaite apporter aux enjeux économiques, financiers, sociétaux, environnementaux, etc. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise contributive? C'est d'abord une entreprise soucieuse de la préservation et du renouvellement des ressources. Vous savez que c'est un impact, que c'est un enjeu absolument déterminant. Aujourd'hui, chaque année, sur la planète, on consomme les ressources qui seraient données par... Il nous faudrait 1,7 planètes globalement pour régénérer les ressources que nous consommons chaque année. Donc, on s'endette et on endette les générations futures, la dette écologique. Donc il faut changer les business models, ramener des notions comme l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire, etc., les apports du numérique, pour changer les modèles d'affaires des entreprises. Deuxièmement, elle vise la performance globale, je n'ai pas besoin d'y revenir, je vous en ai parlé tout à l'heure. Troisièmement, elle se conduit vis-à-vis de ses parties prenantes de façon éthique et équitable, en respectant ces deux notions, éthique et équité, qui sont définies par ISO 26000. Elle sollicite et encourage la contribution de ses collaborateurs. Avoir une raison d'être, c'est aussi permettre de dire à chacun, de donner à chacun une image de son rôle, de sa contribution. La contribution, c'est pas seulement celle de l'entreprise vis-à-vis de la société, c'est aussi celle de chacun, chaque collaborateur qui travaille dans l'entreprise. Le dialogue social, les modes partagés et modernes de gouvernance. Donc nous, on recommande une part plus importante des représentants des salariés dans les conseils d'administration, et on recommande la création de comités de parties prenantes, dans la lignée du rapport Nota-Sénar qui a également fait cette recommandation. Et enfin, éventuellement, on intègre ça au statut, auquel cas on devient une entreprise à mission. La conclusion de tout ça, en fait, pourquoi est-ce que cette notion de raison d'être et d'entreprise à mission a surgi dans le débat ces derniers mois? Bon, c'est bien évidemment le rapport Nota-Sénar et la loi Pacte, mais ça va au-delà, je pense. Ça va au-delà, pourquoi? Parce que l'impact des technologies est absolument déterminant dans cette affaire. Hier, vous pouviez avoir un discours vis-à-vis des actionnaires différent du discours que vous avez vis-à-vis de vos salariés, différent de vos discours que vous avez vis-à-vis de vos clients. Traduit autrement, vous pouviez avoir une marque employeur différente de votre mission stratégique, différente de le storytelling que font vos communicants est différente, etc. Mais aujourd'hui, on est dans un monde de transparence, tout est à une portée de tweet, les réseaux sociaux rendent les comportements et les discours visibles instantanément, et donc les entreprises ne peuvent plus se permettre d'avoir ces différents publics qu'elles gèrent. Elles doivent avoir une unité de parole et une unité d'action. On revient à Nicolas Boileau, 1673, qui définissait la qualité d'une pièce classique. C'est lui qui a théorisé la comédie et la tragédie. Nicolas Boileau disait unité de temps, unité de lieu et unité d'action. La raison d'être, c'est ça. C'est ce qui donne une unité à ces différentes dimensions et ce qui permet de mettre tout le monde d'accord. Et pour finir, je dirais que les deux problématiques qu'aborde la raison d'être, ce sont deux problématiques essentielles dans les entreprises. Moi, je vois chez mes clients, c'est vraiment sur le devant de la scène. C'est deux objectifs essentiels. Donner du sens au travail dans l'entreprise, c'est-à-dire expliciter auprès de chacun pourquoi on se lève le matin pour venir bosser, parce qu'on a construit ensemble, au travers de la raison d'être, ce sens qu'on va trouver dans son travail. Donc, donner du sens au travail dans l'entreprise. Et deuxièmement, et ça s'emboîte, donner du sens à l'entreprise dans la société. C'est les deux défis majeurs aujourd'hui.
CF, la crise de défiance dont je parlais tout à l'heure, si on veut résoudre cette crise de défiance, il faut montrer que l'entreprise est contributive, qu'elle n'est pas là juste pour nourrir des actionnaires qui ont déjà beaucoup, ou des dirigeants d'ailleurs, mais qu'elle est là beaucoup plus largement pour contribuer aux enjeux sociétaux, environnementaux et bien sûr économiques et financiers. Donc donner du sens au travail dans l'entreprise et donner du sens à l'entreprise dans la société. C'est les deux clés aujourd'hui pour les entreprises et c'est les deux clés de la raison d'être. Merci beaucoup de votre attention. Merci Martin. Donc je crois qu'on ouvre la session de questions-réponses. Voilà, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Martin. Tu peux rester en place parce que je pense que la plupart des questions vont être. Il y en a quelques-unes déjà. Il y en a déjà quelques-unes en ligne. Donc, merci beaucoup. Et puis, comme je l'avais indiqué au début et Martin l'a rappelé, surtout n'hésitez pas à aller consulter et lire les excellents articles sur le site management-se.com parce que ce sont des articles de fond bien détaillés et qui sont très clairs et qui apportent beaucoup de compléments à ce que Martin a pu vous dire là aujourd'hui. Alors, on va peut-être commencer par des questions dans la salle et puis après on va prendre celles qui ont déjà été posées et puis il y en a peut-être d'autres qui vont être posées en supplément. Alors, dans les gens qui sont là en présentiel, est-ce qu'il y a des questions? Non. J'ai l'impression que tu as été très clair. C'était vraiment merci. Voilà. Très très intéressant. Bon, je vais tout me lancer. Alors, allez-y. Bon, c'est vraiment une question comme ça. Je me demandais si finalement dans une réflexion sur la raison d'être, l'entreprise ne pourrait pas se dire qu'elle va mener cette réflexion avec ses collaborateurs à partir de ce que chacun des collaborateurs rêve finalement du sens à donner à l'entreprise et que ce soit de là que parte la définition de la raison d'être. Et non pas du dirigeant ou... Bon, évidemment, il faut pas se complètement déconnecter de l'entreprise et de son histoire, mais quand même de profiter de cette opportunité avec la loi PAC de mener cette réflexion pour se donner la possibilité de vraiment engager les collaborateurs à la définition même de la raison d'être et du parcours à venir de l'entreprise. Alors là, pour les gens qui sont en ligne, qui n'ont peut-être pas forcément entendu la question, je vais reformuler un petit peu. C'est l'idée de prendre en compte et d'impliquer les collaborateurs donc en interne dans l'entreprise, dans la définition de la raison d'être ou de la mission de l'entreprise, que ça ne vienne pas seulement du haut, mais que voilà, on puisse donner la possibilité aux collaborateurs de jouer leur rôle et de contribuer à la définition de cette raison d'être. Alors effectivement, là où on est parfaitement en ligne et parfaitement d'accord, c'est sur l'idée que la réflexion ne doit pas être limitée à en haut, comme on dit, à l'entreprise du haut. Là où on peut éventuellement diverger, c'est que nous, on pense que l'initiative doit venir de la gouvernance et de la direction. C'est-à-dire soit du conseil d'administration, soit du COMEX, soit d'un travail commun entre les deux, qui doit donner le signal et qui doit s'engager un peu. C'est très, très cohérent et très similaire avec l'approche du grand débat national qu'on a aujourd'hui, où il n'y aurait pas de grand débat national si chacun n'avait pas l'impression qu'effectivement il peut imprimer sa marque, que les choses seront entendues, on ne sait pas encore comment, etc. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'il y ait un signal qui soit donné à un moment, qui est on va réfléchir ensemble, et effectivement on crée un comité de pilotage où les différentes fonctions de l'entreprise sont représentées, qui va animer des groupes de travail avec des managers, des collaborateurs. Il y a différentes méthodologies pour y parvenir. Donc, ce qui est clair, c'est que plus on associe le corps social à cela, et mieux on aura une raison d'être qui sera incarnée, qui sera reprise, on aura autant d'ambassadeurs sur le terrain qui vont la propager, parce que chacun ayant participé à sa constitution, chacun va évidemment se sentir partie prenante, pour le coup. Donc c'est extrêmement important. Après, il y a différentes façons d'y parvenir, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que les dirigeants jouent leur rôle là-dedans, leur rôle qui est d'autoriser chacun à s'engager, de leur donner un contexte, un environnement qui permet à chacun de s'engager dans la démarche sans risque, hein, sans avoir peur de se faire coincer, d'avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, etc. Donc il faut des règles du jeu très claires, hein, et nous on recommande même qu'il y ait une petite charte qui soit éventuellement définie pour bien officialiser le fait que
il y a un droit à la parole et un droit à l'erreur qui est reconnu. On peut y compris mettre les syndicats dans la boucle, faire travailler le comité d'entreprise ou le comité social et économique sur la question. Donc, véritablement, embarquer ces parties prenantes. Je complète, hein, puis après je m'arrête. C'est parce que je repense à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la raison d'être doit donner aux collaborateurs du sens à leur travail, et ensuite à l'entreprise du sens dans sa place dans la société. Je me dis que peut-être que, évidemment impulsée par les dirigeants, mais menée du coup par les collaborateurs, peut mener à des repositionnements de certains dans l'entreprise, voire peut-être des départs d'autres de l'entreprise, parce que ils s'en rendent compte qu'ils ne sont pas, que leur envie à eux n'est pas complètement en phase avec la raison d'être de l'entreprise. Ça, c'est très important parce que, évidemment, après, on peut gagner en performance si on a des collaborateurs qui sont complètement articulés avec la raison d'être de l'entreprise. Absolument. Et c'est effectivement une démarche dans laquelle certaines entreprises l'ont déjà fait. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'impossible, et y compris des grands groupes, des gens comme Danone, par exemple, ont fait, là, en 2018, participer à la confection de leur stratégie, l'ensemble de leurs salariés, et pas seulement en France, worldwide, avec une plateforme numérique qui permettait de recueillir les attentes, les propositions, etc. Donc, il y a des entreprises qui savent faire de la même façon. Leroy Merlin, qui est cette fois-ci un peu plus franco-français, est une entreprise qui, depuis très longtemps, depuis les années 90, associe pas quelques collaborateurs, mais l'ensemble de tous les salariés, y compris dans les magasins, à la définition de la stratégie. Et on a aussi des entreprises beaucoup plus modestes, beaucoup plus petites. Je pense par exemple au groupe Gruau, qui font ça aussi depuis des années. Donc c'est pas du tout hors de portée. Et ça a évidemment des bénéfices très forts en termes de cohésion d'équipe. Et au-delà de la définition de la raison d'être, c'est ce que l'on encourage aussi à faire dans le cadre de la labellisation Lucie, par exemple. Et on voit que les démarches RSE qui sont les plus réussies sont celles qui impliquent les collaborateurs. Et dans la démarche de labellisation Lucie elle-même, ça donne la possibilité d'impliquer ces parties prenantes, à commencer par les parties prenantes internes, ces collaborateurs. Alors, on va enchaîner avec des questions qui ont été posées voilà, sur tout à fait. le chat. Alors, il y a des questions et des remarques, donc je vais les prendre dans l'ordre. Donc déjà, on a Sylvie qui nous demande si c'est une raison d'être sans vente ou est-ce qu'elle n'est pas inhérente à la création de l'entreprise et donc demande à être redécouverte. On les prend ou bien... Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, d'accord. Alors, effectivement, c'est extrêmement juste. Extrêmement juste parce que on s'aperçoit que dans beaucoup d'entreprises, l'idée de départ, la raison pour laquelle l'entrepreneur, le créateur d'entreprise a monté cette entreprise, eh ben, au fil des générations, elle s'est un peu évaporée, elle a été un peu oubliée, et du coup, ça régénère l'énergie d'aller rechercher ces raisons initiales et de les remettre en débat, de se dire est-ce qu'elles sont toujours valables ou non. Alors, il ne faut pas le faire avec une approche trop systématisée en voyant la raison d'être comme un totem. Il faut le faire en constatant que depuis la création initiale de l'entreprise, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, la stratégie a peut-être changé, le personnel a changé, etc. Donc il ne faut pas hésiter à remettre en cause, mais c'est toujours très utile et très surprenant de faire un retour arrière. Et d'ailleurs, nous, quand on anime un certain nombre de réunions autour de l'idée de formuler la raison d'être, on essaye de définir la raison d'être comme étant le pont entre les racines de l'entreprise, c'est-à-dire le passé, pourquoi elle a été créée au départ, et ce qu'on appelle nous le futur désirable, c'est-à-dire ce que nous voudrions collectivement être dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Et la raison d'être, elle fait le pont entre les racines et ce futur désirable. Et par exemple, il nous est arrivé de faire travailler un historien qui est revenu justement, qui est allé fouiller dans les archives et qui a apporté des idées très intéressantes sur les raisons initiales, et puis un prospectiviste qui, lui, est capable de mettre en perspective, si on est chez un équipementier automobile, par exemple, on ne peut pas définir une raison d'être sans se poser la question du véhicule du futur. Quelle sera notre valeur, quel sera notre rapport, alors que les véhicules seront sans doute plus autonomes qu'ils sont aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes modes de combustion,
la façon de se déplacer, la problématique de la mobilité dans la smart city, la ville intelligente, sera complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, etc. Donc, dans la raison d'être, il y a aussi cette idée de projection vers le futur. Donc, c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est le pont entre les racines et le futur désirable. Et donc, effectivement, vous avez raison, il faut faire ce retour arrière. Alors maintenant, est-ce qu'elle s'invente? Oui, quand même, parce qu'on ne peut pas se contenter... les entreprises ont quand même fortement muté. Je parlais tout à l'heure un peu de Danone. Danone, hier, du temps d'Antoine Riboud, qui était le fameux leader de Danone, qui avait créé le double projet économique et social, hein, l'idée de Danone poussée depuis les années 70, où une entreprise doit viser à la fois la performance économique et le bien-être social. À l'époque, c'était BSN, c'était un fabricant de verre. Hein, donc Danone... au départ, fabriquaient du contenant, ils se sont mis à fabriquer du contenu, et puis maintenant, ils sont encore en train d'évoluer. Auparavant, ils étaient plutôt sur les valeurs nutritives, aujourd'hui, ils sont sur les valeurs de santé, donc ils ne pourraient pas avoir la même raison d'être aujourd'hui qu'à l'époque de BSN. Cela dit, leur raison d'être à eux, qui est très simple, apporter la santé au plus grand nombre au travers de l'alimentation, donc l'alimentation n'est qu'un support pour véhiculer la santé. Cette raison d'être-là, ils l'ont depuis le début des années 2000, donc elle est waterproof, quoi. Elle a survécu à des tas de réorientation stratégique, à un environnement qui s'est modifié. Donc il y a aussi dans l'idée de la raison d'être une idée de durabilité, hein. On ne va pas changer de raison d'être tous les trimestres, sinon c'est qu'on s'est trompé. Mais il ne faut pas non plus chercher à en faire un totem qui deviendrait un tabou. C'est l'exemple de Kodak dont je parlais tout à l'heure, qui avait une raison d'être tellement à côté de la plaque qu'ils en sont morts. Donc il faut trouver l'équilibre, comme toujours. Donc la raison d'être, effectivement, elle peut se retrouver dans le passé, mais il y a toujours de l'invention. Il faut toujours y remettre la patte des gens d'aujourd'hui, de ceux qui composent l'entreprise aujourd'hui et de ceux qui la dirigent. Merci Martin. Alors on continue avec une question d'Yveline, qui nous dit que certaines entreprises, en particulier dans le secteur non marchand, considèrent que la RSE ne les concerne pas parce que justement leur raison d'être répond par définition aux enjeux de la RSE, alors que leur management global ne répond pas forcément en réalité à tous ces enjeux. Voilà. Comment leur répondre? Est-ce que tu as un petit conseil Oui, et vous avez tout à fait, c'est très juste ce que dit Evelyne. C'est vrai d'ailleurs, pas seulement pour les entreprises non marchandes, mais par exemple pour ce qu'on appelle la fonction publique au sens large, hein, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale ou hospitalière, dans lequel on entend dire mais nous on porte l'intérêt général, donc on n'a pas besoin de RSE. Bon, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que la RSE, donc il faut réexpliquer. Hein. La RSE, c'est bien la capacité d'identifier ses parties prenantes, donc que vous portiez l'intérêt général ou pas, ça n'a aucune importance, d'identifier ces parties prenantes et de prendre vis-à-vis des parties prenantes des engagements que vous êtes prêts à piloter avec eux. RSE, retour sur engagement. Donc, qu'on soit une entreprise marchande, non marchande, la problématique reste la même. Moi, je connais des exemples, beaucoup d'exemples, où au contraire, le fait d'être une entreprise non marchande peut créer des situations qui nécessitent encore plus de RSE. Par exemple, une partie importante de la RSE, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, qui passe par des choses élémentaires comme par exemple la prévention des risques psychosociaux. Dans certaines organisations de type coopérative ou dans certaines organisations associatives où on porte l'intérêt général, on fait une joyeuse confusion entre les bénévoles et les permanents. On attend des permanents le même engagement, pour le coup, militaire, hein, le même engagement que ceux que pourrait donner un bénévole sur des tâches bien délimitées, et donc on crée des nids à risques psychosociaux avec des conflits de loyauté permanents pour les salariés à qui on demande beaucoup trop par rapport à ce qu'ils sont capables de donner. Donc il y a un baromètre qui est fait par une entreprise qui s'appelle Corum, un baromètre de la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire, qui montre très bien que l'économie sociale et solidaire est loin d'être exempte de ces problématiques. On pourrait prendre la question de la gouvernance. La RSE dit beaucoup de choses et formule les recommandations vis-à-vis de la gouvernance. Dans beaucoup d'entreprises de l'ESS, la gouvernance est loin d'être idéale. Elle est parfois totalement phagocytée, elle manque de contre-pouvoir, etc. Donc, c'est pas parce qu'on a une SCOP, par exemple, que tout le monde a effectivement le droit à la parole. Entre les principes et les actes, il y a toujours un écart important.
Et puis enfin, dernière chose, l'intérêt général, ça n'a rien à voir avec la RSE. L'intérêt général, c'est ce qui s'impose de l'extérieur, hein, et qui oblige à prendre en compte les attentes d'une population dans son ensemble. C'est la façon dont le droit public définit l'intérêt général, alors que la RSE, ça vient de l'intérieur. Ça ne s'impose pas du tout de l'extérieur, la RSE. Ça vient de l'intérieur, c'est une démarche volontaire des entreprises qui se posent la question des engagements qu'elles peuvent prendre vis-à-vis de leurs parties prenantes. Donc la RSE n'a rien à voir avec l'intérêt général, même si l'intérêt général peut être un des objectifs que peut viser la RSE, et aucune entreprise, quelle que soit sa forme juridique, n'est exempte d'un effort sur la RSE. Merci. On continue avec Sylvie qui nous demande, selon vous Martin, pourquoi est-ce que le Sénat a rejeté les articles de la loi Pacte relatifs à l'objet social étendu et quelles seraient les peurs sous-jacentes à ce rejet? Alors c'est juste un article, hein, dont on parle, l'article 61, qui contient tout ce que j'ai présenté en matière de réécriture du Code civil. Alors pourquoi? Il faut lire. Moi, j'ai fait cette délice de reprendre, vous savez, sur Public Sénat, ils ont des archives vous pouvez visionner les débats. Le principal orateur qui s'est exprimé en séance publique, hein, ça ne préjuge pas de ce qui a pu se dire en commission, mais le principal orateur, dont par charité, non pas chrétienne, mais en toute laïcité, je tairai le nom, a dit, c'est quand même hallucinant, il a dit, on ne peut pas accepter l'article 61 parce que l'entreprise, c'est pas de la philosophie. Enfin, diriger une entreprise, c'est pas de la philosophie. Bon, comme si, pour être un bon dirigeant d'entreprise, il fallait surtout s'abstenir de réfléchir. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Les arguments qui sont mis en avant sont exactement les mêmes que ceux qu'on avait en avril et en juin. Ce sont des arguments juridiques visant à faire croire qu'on crée des nouvelles obligations qui risquent de créer ce qu'on appelle de l'insécurité juridique. Bon, l'insécurité juridique, elle est aujourd'hui. Elle a lieu aujourd'hui, avec notre vieux Code civil de 1804, qui laisse penser qu'un chef d'entreprise devrait piloter l'entreprise uniquement en fonction des actionnaires. C'est ça qui les met en risque. Parce que tout le monde sait que l'entreprise, ça n'est plus ça du tout. Et que malheureusement, le droit en est resté là. Donc si on veut réduire l'insécurité juridique, il faut rapprocher le droit du comportement actuel de la majorité des entreprises, même s'il y a des entreprises qui elles, sont restées sur le mode de la financiarisation des années 80 et 90. Mais le monde a changé et de l'eau a coulé, notamment depuis la crise de 2008. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, tous les arguments juridiques qui ont été mis en avant par les sénateurs en question ont été analysés par le Conseil d'État, qui est quand même la plus haute juridiction dans ce domaine. Avant de passer en Conseil des ministres, une proposition de loi passe au Conseil d'État. Le Conseil d'État a fait un rapport qui rend justice à toutes ces objections juridiques. Donc c'est quand même un peu dommage, ça se passait en mai, c'est quand même un peu dommage en février de remettre sur la table les mêmes arguments qui ont été triturés, essorés, analysés dans tous les sens et tranchés par le Conseil d'État presque un an avant. C'est vraiment se moquer un peu du monde et se moquer en l'occurrence du Conseil d'État que je respecte beaucoup évidemment. Voilà, donc c'est un peu un combat d'arrière-garde. Je dirais aussi que si vous regardez les autres articles qui ont été retoqués, c'est notamment sur les privatisations. Donc on est dans le paradoxe. On est dans le paradoxe d'une majorité sénatoriale qui s'apprêtait à voter pour un candidat qui a eu quelques difficultés juridiques, mais un candidat qui voulait privatiser au maximum et qui refuse la privatisation de Française des Jeux sous prétexte que les jeux à gratter, ça serait stratégique. Bon, donc, voilà, je signale juste que le comportement du Sénat sur la question de la loi Pacte globalement est quand même assez difficile à décrypter. Voilà. Bon, mais les choses vont entrer dans l'ordre, puisque c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, et c'est dans les jours qui viennent. Bon, ça va. Le suspense est horrible. Tout à l'heure, Martin, vous avez cité 3 bonnes raisons de définir sa raison d'être et 3 mauvaises raisons de le faire. Et il y a une question qui demande pourquoi est-ce que aller dans le monde de l'ESS n'est pas une bonne raison pour définir sa raison d'être? Ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'il ne faut pas confondre les deux, parce qu'il y a eu des confusions absolument terribles
entre la notion de SS, parce qu'il y a eu une très bonne loi en 2014, juillet 2014, la loi dite Hamon sur l'ESS, qui a commencé à décloisonner l'ESS. Une des problématiques de l'ESS, c'est que c'est un peu un monde à part, alors qu'on voudrait essayer de faire des compromis entre le lucratif et le non lucratif. Aujourd'hui, quand on parle des 3 versants de la performance, c'est bien qu'on estime que c'est compatible d'avoir une activité qui est à but lucratif, mais tout en cherchant à contribuer aux enjeux sociétaux et environnementaux. Donc cette espèce de frontière un peu infranchissable entre où il y aurait l'ESS d'un côté et le reste du monde, c'est-à-dire les vilaines entreprises qui sont avides de sang et de dividendes pour leurs actionnaires. Bon, je suis évidemment un provocateur, mais il faut essayer de décloisonner. La loi de 2014 a commencé à le faire, et notamment elle a créé un label, le label ESUS, qui est un label assez contraignant pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et s'est installée à l'époque une confusion, là, il y a quelques mois, où les entreprises estimaient que avoir une raison d'être, c'était se labelliser ESUS, ou aller vers le label ESUS. Ça n'a strictement, absolument rien à voir, ces deux démarches qui sont complètement différentes. Ce qu'apporte la raison d'être, me semble-t-il, c'est une façon de mettre tout le monde d'accord dans les acteurs de l'entreprise et leurs parties prenantes sur la finalité de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est une démarche extrêmement saine, parce que justement, elle passe au-dessus des statuts. On n'a pas fait comme les Américains ou comme les Anglais. Les Américains et les Anglais ont créé un statut à part. Et c'est ce qu'on a dans l'ESS. On a les statuts coopératifs, les statuts mutualistes, etc. On a des tas de statuts. Bon, dans le monde de l'entreprise privée à but lucratif, on a aussi des tas de statuts. La SA qui se décompose elle-même en SAS, etc. La SARL. Bon, on a un peu trop de statuts, c'est la forêt. Alors que l'approche poussée par Nota Senar et reprise par la loi Pacte, me semble-t-il, est très pédagogique là-dessus, parce qu'elle ne crée pas un statut à part. Elle donne à toutes les entreprises, quel que soit leur statut, la possibilité de définir une raison d'être et éventuellement d'aller plus loin avec les 4 conditions que j'ai présentées tout à l'heure pour devenir une entreprise à mission. Mais on aura des entreprises à mission qui sont des coopératives labellisées ESUS, par exemple, des SA labellisées Lucie, etc. Et c'est ça qui, me semble-t-il, est très positif dans la démarche. Alors que les Américains ont créé plein de statuts, la Flexible Purpose Corporation, etc. Les Anglais, les Néerlandais, tout ça, y compris les Italiens, là, qui ont sorti la Società Benefita. Bon, et ça, c'est des statuts à part, donc ça cloisonne. Ça crée des petits mondes à part. L'approche française, d'une certaine façon, est très républicaine, au sens où elle fédère. Et elle n'impose pas de s'enfermer dans un statut particulier. Merci. Alors Martin, là tu vois, tu as plein de messages de remerciements. C'est quand tu as, c'est gentil, merci. C'est quand tu as conclu. Donc voilà, il y en a une bonne vingtaine. Je descends pour avoir accès à la question d'après. Bon, il y a beaucoup de merci. Alors, donc on a une petite remarque de Dominique, qui est consultant aussi, qui nous dit bravo et merci pour ces apports clarifiants. Juste une petite remarque suggérée par mon oreille auvergnate. Jean-Dominique Sénard s'appelle toujours Sénard. Oui, désolé, j'ai dû faire une erreur de faute d'orthographe en écrivant son nom de famille. Et il préside toujours Michelin jusqu'en mai, en même temps que Renault. Et il précise que le modèle d'économie de fonctionnalité de Michelin s'est raffiné. Outre la vente des kilomètres, il propose de l'efficacité conso-carburant et de l'optimisation logistique de gestion de semi-remorques, la meilleure façon d'avancer. Voilà, c'était une petite remarque de Dominique, merci. On a Florence qui a 2 questions, Martin. Martin, perçoit-il une prise de conscience et un mouvement qui se généralise vers l'entreprise contributive? Et sa deuxième question, la raison d'être est-elle selon vous enfin la bonne porte d'entrée pour faire comprendre d'emblée la portée de la RSE dans sa globalité et sa transversalité? 2 très bonnes questions. D'accord. Alors, prise de conscience vis-à-vis de l'entreprise contributive, oui et non. C'est-à-dire oui pour certaines de ces dimensions. Là, j'ai présenté les 7 dimensions. Je pense qu'effectivement, il y a certaines dimensions sur lesquelles il y a des vraies prises de conscience, notamment par exemple l'intégration des enjeux climatiques. On ne peut pas l'ignorer aujourd'hui. Il y a pas mal d'efforts nouveaux autour du dialogue social également, grâce
à la reconfiguration des institutions représentatives du personnel poussées par les ordonnances travail, hein, qui ont été promulguées début 2018. Donc, effectivement, il se passe des choses. Il se passe des choses intéressantes. Là où on n'y est pas encore, me semble-t-il, c'est sur la globalité des 7 dimensions que je vais présenter en conclusion, parce que les entreprises n'ont pas forcément vu encore l'intérêt de la notion de contribution. Parce que quand on contribue à quelque chose, c'est essentiellement que ça va nous coûter, on voit moins directement ce que ça va rapporter. Et puis justement, nous, ce qu'on a cherché à faire au travers de l'entreprise contributive, c'est de bien montrer que l'entreprise doit contribuer, mais les parties prenantes aussi, notamment les salariés aussi. Donc il faut aller vers une approche d'entreprise beaucoup plus soucieuse d'aller chercher les idées, les initiatives de leurs salariés. Ce que les entreprises françaises font peu aujourd'hui, hein. Il y a des enquêtes européennes faites par Eurofund qui montrent que la France, parmi les 28 pays de l'Union européenne, ou 27 maintenant peut-être, la France fait partie du peloton de queue quant à sa capacité à mobiliser l'intelligence collective. C'est-à-dire à aller chercher des idées, à donner à chacun l'envie de s'engager, de prendre des initiatives, etc. La France est encore dans un modèle un peu trop caporaliste, où il y a les chefs qui décident et les autres qui exécutent. Le taylorisme n'est pas mort, loin de là. Les ERP, les logiciels intégrés, guident beaucoup les comportements et enferment certaines catégories de collaborateurs dans un travail très prescrit et très contraint. Donc l'entreprise contributive, c'est tout ça à la fois, quoi. C'est un nombre de dimensions, donc c'est une approche très ambitieuse. Ce qui vient, je pense, hein, grâce notamment au rapport Nota-Sénat et tous les débats qu'il a entraînés, ce qui vient, c'est l'idée que l'entreprise doit contribuer aux enjeux sociétaux et environnementaux, et pas seulement à des enjeux de nature très commerciale. Ce qu'apporte la raison d'être par rapport à ce qu'on avait avant avec les mission statements ou autres, c'est cette notion de prendre en compte l'ensemble des parties prenantes, ou au moins les parties prenantes les plus importantes pour l'entreprise, alors que tout ce qui était avant parlait soit aux clients, soit aux salariés, aux marques employeurs, mais bref, faisait des catégories de chacune des parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment le pas qui reste à couvrir, qui est de comprendre véritablement la notion de partie prenante. Et du coup, c'est une bonne transition pour la deuxième question de Florence, où effectivement, je pense que la raison d'être est une bonne porte d'entrée. Je pense même que la raison d'être peut devenir la colonne vertébrale de la RSE. Parce que la RSE, c'est finalement une approche, hein, Lucie le montre bien au travers de la labellisation. On fait un diagnostic, on voit où sont nos forces et nos faiblesses par rapport à un référentiel, qui a l'avantage d'être un référentiel accepté par tout le monde, c'est l'ISO 26000. Et à partir de là, on a un certain nombre de plans d'action, pour reprendre le langage Lucie, et on est capable de prendre des engagements pertinents avec ces parties prenantes. Et donc la raison d'être, c'est finalement la colonne vertébrale de cette démarche qui guide la façon dont on va travailler avec ces parties prenantes pour prendre des engagements pertinents avec eux et les suivre, si possible les co-construire avec ces fameuses parties prenantes. Donc c'est un peu la colonne vertébrale de la démarche RSE. Et ce serait intéressant d'ailleurs de voir, de suivre comment les entreprises vont s'emparer du sujet, parce que on sent qu'il y a un intérêt quand même, mais après, vont-elles s'emparer du sujet de façon sérieuse? C'est ça qu'il va falloir regarder de près, pour éviter tout risque de mission washing, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est comme l'intérêt pour la RSE. Hein. On le constate bien de notre côté. Hein, on va bientôt exposer au Salon Pro Durable. Tous les ans, il y a entre 20 et 30% de fréquentation en plus. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt pour la RSE qui est là, qui est en train de grandir. Mais dans toutes les entreprises qui viennent sur place pour chercher des solutions à RSE, il y en a qui recherchent des solutions sérieuses pour vraiment s'impliquer. Et puis il y en a d'autres qui cherchent des solutions pour ne pas leur demander trop d'implication, pour leur permettre de montrer quelque chose sans coûter trop cher. Donc voilà, donc après c'est intéressant, c'est de regarder comment les entreprises vont faire. Et ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux d'entreprises, qui sont des clubs et réseaux, développement durable et RSE, mais aussi d'autres, qui sont en train de s'emparer du sujet. Et donc il y a une émulation autour du sujet qui est plutôt encourageante. Et qui va être à suivre
voilà, qui va être à suivre dans les semaines et les mois qui viennent pour voir comment le sujet va être pris en compte. Et effectivement, pour aller dans ce sens, je pense qu'un des atouts majeurs, c'est d'avoir justement des outils comme par exemple la labellisation Lucie Mission qui permettent finalement d'étayer la démarche, parce que très justement, tu soulignais le danger de mission washing, et là, on est clairement dedans. Un signe qui ne trompe pas, actuellement, moi je réponds à beaucoup d'appels d'offres, il y a beaucoup d'entreprises qui voudraient définir, formuler et déployer leur raison d'être, et ces appels d'offres, ils sont pour beaucoup envoyés à des cabinets de communication. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui imaginent cette problématique comme étant une problématique de communication, donc ils vont passer à côté de l'essentiel. C'est ça qui est dommage. Un deuxième signe qui ne trompe pas, c'est une petite étude qui a été faite par le cabinet BCG, enfin le BCG France, qui nous dit que en gros un tiers des démarches de définition des raisons d'être dans les entreprises en France sont portées par les départements communication. Alors ceux qui, comme moi, en quelques heures de vol dans la RSE, se souviendront d'un temps pas si éloigné où la RSE était rattachée au service com. Et ça rappelle pas forcément de très bons souvenirs. On aime la com, hein. Il faut de la com. Je ne suis pas du tout, ce que je suis en train de dire, ne va pas du tout contre la com. La com, elle doit accompagner tout le processus, mais qui n'est pas un processus de communication, qui est un processus un vrai projet d'entreprise qui doit être piloté par la direction générale parce qu'il remet en cause la stratégie de l'entreprise, son mode de création de valeur et la façon dont on envisage la relation avec les parties prenantes. Donc ce n'est pas du tout un exercice de communication, même si bien sûr la communication doit accompagner la démarche. Alors on a quelques remarques et on a encore 2 ou 3 questions. Donc on a Bernard qui avait réagi tout à l'heure pour nous dire que quoi qu'on en dise, sur le terrain, en réalité on était quand même confrontés au pragmatisme économique et business et financier. Hein, il a dit ça quand tu avais présenté le People, Planet et Profit. Voilà, on a aussi une petite précision qui corrige un petit peu ce que tu as dit en disant que l'ESUS n'est pas un label mais un agrément. Oui, c'est un agrément. Alors Absolument. voilà, et que l'un des critères est justement l'utilité sociale des activités et que en revanche la loi oblige à mettre en œuvre un guide des bonnes pratiques qui est de la RSE sans le dire. Voilà. Alors, on a encore 2 petites questions. On a Régis qui dit que vous avez évoqué l'étude de matérialité pour clarifier ces enjeux. C'est donc pour vous un travail à faire en amont de la définition de la raison d'être pour l'intégrer à la stratégie, pour l'interrogation. Mais voilà, que cela nécessite une deuxième étape de dialogue supplémentaire pour co-construire ou valider la définition avec les parties prenantes. Et est-ce qu'à votre avis, on peut faire les 2 en même temps? D'accord, est-ce qu'on peut le paralléliser? Ok. Alors, sur la question de Bernard autour du pragmatisme économique, heureusement, moi j'ai rien contre, il faut qu'il y ait du pragmatisme économique. Encore une fois, la RSE, c'est pas une histoire de bisounours, c'est pas une histoire, une démarche humanitaire ou autre. La RSE, elle s'intègre dans les pratiques d'affaires de l'entreprise. La définition de la Commission européenne, un livre vert de 2001, est très claire. La Commission européenne dit que la RSE, c'est l'intégration des enjeux sociaux et environnementaux à la pratique des affaires, l'intégration. Il ne s'agit pas de remplacer l'une par l'autre, il s'agit de regarder la compatibilité et de faire fonctionner l'entreprise, non pas uniquement pour une des parties prenantes, mais pour une communauté de parties prenantes. Donc le pragmatisme économique doit régner dans la RSE comme il règne ailleurs. La RSE n'est absolument pas une approche qui serait contradictoire, par exemple, avec la lucrativité des entreprises. Simplement, elle pondère une orientation actionnariale qui pourrait être excessive et elle va à l'encontre de ce que j'ai appelé, moi, l'absolutisme actionnarial, qui caractérise encore certaines entreprises qui, effectivement, pilotent l'organisation essentiellement vis-à-vis des actionnaires. Alors, ESUS, effectivement, est un agrément, de ma très grande faute, c'est tout à fait exact. La question de Régis sur la matérialité, alors effectivement, je confirme,
Pour définir une raison d'être, il faut avoir travaillé sur ses parties prenantes, et la meilleure façon de le faire est effectivement d'avoir fait son analyse de matérialité, si possible, avant de commencer à se poser la question de formuler sa raison d'être. Alors cela dit, faire une analyse de matérialité, il ne faut pas non plus en faire une cathédrale, quoi. Il y a eu des choses un peu excessives qui ont parfois donné l'impression qu'une analyse de matérialité, ça nécessite de mettre en œuvre des moyens extrêmement importants. Et on peut faire une analyse de matérialité de façon très pragmatique, avec une analyse documentaire, quelques entretiens bien ciblés, un petit sondage auprès de quelques parties prenantes, une analyse, un petit benchmarking auprès de ce que font les concurrents. Et voilà, c'est pas forcément une démarche d'un an et demi qui met en œuvre beaucoup de choses. Mais en tout cas, on ne peut pas définir la raison d'être si on ne s'est pas posé la question de qui sont nos parties prenantes et si on ne les a pas hiérarchisées, en fonction de l'intensité de l'impact de la partie prenante sur nous. Donc effectivement, c'est bien de le faire en amont. Est-ce qu'on peut paralléliser? Alors, la formulation de la raison d'être vient après, mais en revanche, ce qu'on peut paralléliser, et dans la méthodologie que nous proposons, nous le faisons. Nous proposons que, en même temps que se déroule la phase de formulation de la raison d'être à l'intérieur de l'entreprise, eh bien, en même temps, par des dispositifs participatifs qui peuvent être soit des réunions de travail, soit des ateliers, soit la mise en œuvre de plateformes numériques, on mobilise au moins une partie des parties prenantes externes pour qu'elles nous renvoient un écho auprès des diverses hypothèses de raison d'être. Dans notre méthodologie, nous, on commence après l'analyse de matérialité, une fois qu'on sait un peu qui sont nos parties prenantes, on commence par faire travailler les dirigeants et la gouvernance ensemble, ensuite on y associe des managers, ensuite on y associe des salariés pour formuler quelques hypothèses. Le chiffre idéal, c'est 3-4 hypothèses de raison d'être. Et en parallèle, ces raisons d'être, on les teste auprès de parties prenantes externes, des clients, des fournisseurs, des partenaires, les pouvoirs publics locaux, des gens avec qui on travaille couramment, l'université, le coin, etc. On les teste pour voir ce qui nous renvoie à eux, qu'est-ce qui leur paraît crédible, pas crédible, etc. Et c'est ce qui aide énormément, ça apporte beaucoup de matière pour permettre de faire la balance entre les différentes hypothèses de raison d'être. Donc vous voyez, on peut paralléliser la définition de la raison d'être et l'interrogation des parties prenantes vis-à-vis de ces raisons d'être. L'objectif est d'avoir de façon ultime une raison d'être qui parle aux parties prenantes, qui apporte du sens aussi vis-à-vis des parties prenantes, y compris externes. Merci Martin. Bon, on a encore une remarque et une question. Alors la remarque, je me demande si c'est pas un clin d'œil à quelqu'un que tu connais. On a Florence Béduno-Chassin, pardon pour la prononciation, qui dit « Martin, je connais un excellent historien prospectiviste. Il combine les deux compétences, spécialiste des futurs souhaitables, si cela vous intéresse. » Très bien. Vous avez compris? Absolument. Ouais, bon. Nous, non. C'est téléguidé, c'est un clin d'œil téléguidé. D'accord, ok. Bon, voilà. Merci à tous de votre attention et des questions qui étaient judicieuses. Alors, il y avait encore une oui, dernière question, qui sera la toute dernière, je pense. La toute dernière, donc de Pascal Renaud, qui nous demande ce qu'il en est de l'aspect international. Est-ce que la France sera la seule à défendre le respect des employés et de la planète, au risque de perdre des marchés qui seront maîtrisés par les entreprises qui ne cherchent qu'à satisfaire leurs actionnaires? Alors non, au contraire, la France est aujourd'hui, en dehors de pacte, aujourd'hui la France est plutôt en retard, puisque, et paradoxalement, c'est les États-Unis, l'un des seuls pays qui n'a pas voté pour l'ISO 26000, l'un des pays qui est sorti de l'accord de Paris, c'est les États-Unis qui sont nettement devant, notamment certains États, dont la Californie, qui sont nettement devant en ayant entrepris cet effort de réflexion sur les finalités de l'entreprise plutôt avant la France. Donc aujourd'hui, les pays les plus actifs, c'est qui? C'est les États-Unis, notamment au travers des nouveaux statuts qui ont été définis, qui ont un grand succès. Il y a aussi les Bicorp, mais ça, on va s'en occuper avec Lucie, labellisé français. Mais les Bicorp ont quand même fait bouger les choses, qui est une sorte de label américain, a quand même fait bouger les choses de façon très positive dans le cercle des dirigeants américains. Aujourd'hui, il y a un côté très chic d'être Bicorp, donc ça interpelle les dirigeants d'entreprise et d'ailleurs les administrateurs de grosses sociétés. Donc les États-Unis sont dans le débat depuis maintenant une quinzaine d'années. On a les Anglais
paradoxalement, alors qu'ils apparaissent comme le pays extrêmement libéral, etc., est très en avance sur nous, sur le fait de donner une reconnaissance légale aux parties prenantes, hein, et de reconnaître que l'entreprise ne peut pas être gouvernée en fonction du seul intérêt des actionnaires. On a les Néerlandais qui sont allés assez loin, on a les Italiens. Donc, globalement, si on regarde après certains aspects, comme par exemple la présence d'administrateurs salariés dans les conseils, les pays d'Europe du Nord sont beaucoup plus avancés que nous, même chose pour le dialogue social. Donc, on voit bien qu'on est plutôt challengé, hein, et on est plutôt, avec la loi Pacte, en train d'essayer de rattraper à bonne allure notre retard. Si la loi Pacte passe, ça n'aura d'ailleurs que peu d'effets matériels et concrets, puisqu'on a déjà cette notion jurisprudentielle d'intérêt social dont je vous parlais déjà tout à l'heure, qui existe depuis longtemps, mais c'est symbolique. Que enfin dans notre droit, la notion de partie prenante, de prise en compte des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, soit présente. Sur le plan symbolique, c'est important, et dans un pays comme la France, qui marche beaucoup sur les symboles, c'est majeur. Donc j'espère qu'effectivement on y parviendra, on le saura dans les jours qui viennent, et a priori, si j'en crois les déclarations des uns et des autres et les conversations que j'ai pu avoir, on y sera très rapidement. On aura rétabli notre bon vieil article 61. Bien, eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Martin pour ton intervention. Merci à vous. Je pense que ça a apporté beaucoup d'éclaircissements sur le sujet à tous les participants. Donc merci énormément. Donc nous on est très contents de faire ces séminaires qui permettent d'avoir le point de vue d'un expert pour apporter des éclairages et partager des informations en libre accès à tout le monde. Hein, chez Lucie, on a les événements pour la communauté Lucie qui sont plutôt des sessions de travail, hein, même si on travaille dans la très bonne humeur, la convivialité, c'est quand même pour travailler et avancer chacun. Et puis il y a aussi des événements qui sont ouverts à tout le monde, dont les Luciminaires font partie, hein, et puis ça fait partie de notre petit vocabulaire un peu sympa pour rendre compte un petit peu de la RSE positive à laquelle on travaille au quotidien. Donc merci encore Martin. Évidemment, si vous avez des questions, toute l'équipe du label sera très, très heureuse de vous répondre. Et si vous avez des questions sur le sujet du jour auxquelles on ne peut pas répondre, on vous orientera vers des gens qui peuvent le faire, ou on ira chercher les réponses pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur la RSE, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas à suivre ce qui se passe sur notre blog, sur les réseaux sociaux. Ça vous permet aussi de voir pas mal de choses passer, des événements, des articles, des contacts aussi de personnes qui sont spécialisées sur les différents sujets RSE et qui peuvent beaucoup vous apporter. Donc merci aussi beaucoup à tous les participants d'aujourd'hui, ceux qui étaient chez nous dans nos locaux, merci énormément, et puis à tous ceux qui étaient en ligne sur ce séminaire qui a été, je pense, suivi avec grand intérêt au vu du nombre de questions qu'on a eues, et puis du temps aussi pour cette session. Merci encore à toutes et à tous, à très bientôt pour un prochain séminaire et puis pour d'autres événements. Très bonne journée et puis surtout continuez de faire avancer la RSE au quotidien, chacun de votre côté, continuez de faire votre part chacun. Merci encore, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.